et ça a même parlé en anglais dans vos oreilles normalement. Magnifique. Euh, voilà, il est 18h35. Je pense qu'on va pouvoir commencer et laisser les personnes supplémentaires arriver au fur et à mesure. Bonsoir à toutes et tous. Un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je suis Antoine, je serai votre hôte pour ce soir en ma qualité d'animateur de la soirée. J'ai l'immense plaisir d'être également le directeur de Protector Winters France, mais ça, c'est un détail. Ce soir, je suis là surtout au service de la conversation et des gens qui vont la voir, c'est-à-dire vous et nos invités, puisque ce soir, on a l'immense plaisir d'avoir les amis de Mountain Riders avec nous que je laisserai se présenter parce qu'ils sont une petite troupe et chacune pourra répondre aux questions que vous aurez posées. On a également le plaisir de recevoir Monsieur le maire de Val d'Isère. Monsieur Martin, je vous inviterai également à vous présenter le moment venu pour que je puisse dérouler un peu les quelques conditions. Et il y aura vous toutes et tous présentes dans la conversation ce soir, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, d'une conversation. Pour cette convention populaire du mois d'avril, on a décidé de faire la place aux collègues de Mountain Riders et de leurs actions avec une en particulier, le label Flocon Vert et tout le travail qu'il y a derrière, les questions aussi qu'ils suscitent et ensemble ouvrir un espace où on va pouvoir parler directement de qu'est-ce qui se fait, de qu'est-ce qui avance, de qu'est-ce qui bloque, de qu'est-ce qui est facile, de qu'est-ce qui est difficile, de comment on vit ça quand on est un élu comme Monsieur Martin qui veut pousser ses sujets, comment on peut jongler avec le label, la temporalité, les impératifs, etc. Comment vous pouvez aider en tant que communauté aussi, comment on peut poser nos questions et pousser nos ambitions pour qu'elles puissent être intégrées si elles ne le sont pas déjà dans le Flocon Vert. Bref, un espace de discussion dans lequel on aura une règle et une seule. C'est pas vrai, elle sera en deuxième point. C'est comme le Fight Club. On n'en parle pas. Non, les règles, elles sont assez simples. On est là pour avoir une conversation qui permet des réponses. C'est-à-dire que à partir du moment où on peut garantir la bienséance et le respect au cœur des questions qui peuvent être posées, de notre côté, chez Protector Winters, on ne peut que garantir et encourager les réponses par les personnes qui ont été invitées à nos côtés ce soir, à savoir euh, Val d'Isère à travers Monsieur le maire et Mountain Riders à travers ses employés. Je pense qu'on peut se dire que dans un cadre respectueux et bienséant, la parole est ouverte. Est-ce qu'on aura toutes les réponses? On ne sait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le dernier moment pour les poser? Bien au contraire. Je pense que c'est aussi une marque d'ouverture et de transparence qui doit être transmise par toutes les personnes qui sont là après vous ce soir. Et de toute façon, je pense que c'est une des choses qu'on va apprendre. Nous sommes dans un processus, toutes et tous. On part de différents endroits. On espère arriver quelque part et ce quelque part, il reste à inventer. Et c'est une des démarches qui essaye de trouver ce demain-là qu'on essaye de vous présenter ce soir, en tout cas de créer un espace dans lequel les artisans et artisanes de cette démarche-là opèrent. À nous toutes et tous d'en faire une discussion qui soit enthousiasmante, positive et, je l'espère, instructive. Sur ce, il est temps pour moi de laisser la parole tout d'abord à l'équipe de Mountain Riders si mon conducteur est bon, à la Tout à personne de Colline. Et en vous rappelant qu'il y a le chat dans lequel vous pouvez vous poser vos questions, il y aura un temps de présentation qu'on a pensé le plus impactant et le plus instructif possible, tout en laissant la place le plus possible également aux questions. Donc, n'hésitez pas déjà à réagir quand vous voyez des éléments passer à travers le chat. On essaiera de noter ces questions-là. Et puis, bien sûr, quand viendra le moment, en utilisant les outils que propose Zoom, en levant la main, etc., pour pouvoir poser toutes les questions que vous le souhaitez. Et gentiment nous emmener vers 8h30 et un sentiment de discussion ouverte accompli ce soir. Colline, c'est à toi. Top. Merci beaucoup Antoine pour ce lancement et merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir accueillis et de nous avoir invités pour faire cette convention populaire. Du coup, ce soir de Mountain Riders, officiellement, on est deux. Il y a Lucie qui est donc chargée de projet sur le Flocon Vert et moi-même. Après, toute l'équipe s'y intéresse. Du coup, on voit des petits Antoine Mountain Riders qui sont là aussi mais plus en spectateur et par intérêt pour la discussion qu'on va avoir. Le but aujourd'hui, c'était effectivement, comme tu dis, dans les conventions populaires, c'est surtout d'échanger, mais pour pouvoir créer cet échange, l'idée, c'est aussi de pouvoir comprendre qu'est-ce que le flocon vert pour ensuite susciter des questions. Il y a sûrement des questions que vous avez déjà.
Mais je voulais démarrer avec une petite présentation un peu appelons ça le flocon vert pour les nuls. Il y avait des questions qui se posaient, si on devait savoir des choses sur le flocon vert, qu'est-ce que ça ferait? Mais avant de partir sur le flocon vert, c'était important pour moi de vous présenter Mountain Riders parce que c'est l'association qui porte ce projet. Et donc, là, Mountain Riders, c'est une asso qui existe depuis 2021. Donc, ça commence à faire, depuis le 2001, pardon, je me disais. Ça commence à faire un bon moment. On est aujourd'hui, donc l'asso a grandi petit à petit et on arrive aujourd'hui à un nombre de 15 salariés. En fait, l'intérêt de parler de 15 salariés, c'est que ça montre que c'est une association qui a grandi et qui maintenant a un certain poids. On est basé, nous, à Chambéry, mais on travaille sur l'ensemble des territoires de montagne avec ce but premier qui est vraiment l'éducation à la transition écologique. C'est ce qui nous porte et ce que l'on porte au quotidien avec une philosophie qui est très importante. Et c'est pour ça que je la rappelle ici, parce que nous, notre but, c'est d'informer sans moraliser et de travailler avec tous. Donc, travailler avec tous, c'est-à-dire travailler avec les mauvais comme les très bons. Tout à l'heure, Antoine, tu parlais d'un côté positif, que cette soirée sera positive. Nous, c'est notre enjeu au quotidien, essayer de faire du changement une démarche qui soit positive avec des alternatives qui sont concrètes. Parce que le changement, la transition, c'est un peu vague et c'est parfois un petit peu, comment dire, on peut y perdre pied, on ne sait pas par où démarrer. Et nous, notre but, c'est d'apporter au territoire de montagne des objectifs concrets et des démarches concrètes, des alternatives concrètes. Pour ça, on a 3 grands projets que je ne vous donnerai pas en détail, mais on travaille sur la montagne zéro déchet, qui est le projet historique de Mountain Riders, qui, au-delà de ramassage de déchets en montagne, est vraiment là pour, comment dire, en amont des ramassages, faire en sorte qu'il n'y ait plus de déchets en montagne, qui est un peu le seul lieu sur Terre qui peut demain être vierge de déchets, puisqu'on est à l'origine du cycle de l'eau. On a aussi le projet sur l'éducation et la formation pour sensibiliser tous les types de publics à l'environnement au travers de la montagne. Et le projet pour lequel on est là ce soir, qui est du coup le flocon vert, qui est le projet qu'on a monté donc depuis 10 ans pour engager et structurer la transition écologique dans les territoires de montagne. Pour aujourd'hui et ce soir, tout savoir sur le flocon vert, je voulais commencer par une petite vidéo une vidéo qui parle du flocon vert développée par Mountain Riders. Voilà, en fait, c'est une vidéo qui présente un petit peu ce que nous, notre intention chez Mountain Riders, avec vraiment cette fin de on va regarder le futur avec le sourire et le cœur léger, c'est ce qu'on essaye de créer au quotidien. Non, non, non. Non. Excusez-moi, il y a un problème. Euh, Désolée. Pendant que tu joues avec la technique, je rebondis sur Ouais, les messages dans le merci. chat. En effet, il n'y a pas de son. Je pense que Zoom, il n'y a pas de son sur la vidéo. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes avec Zoom. Me semble-t-il que la vidéo peut être trouvée sur vos réseaux, votre site, voire YouTube, dans lequel il y a le son, la voix off, et qui, je pense, complète bien le message. Mm.
un produit audiovisuel complet, peut-être n'hésitez pas à le partager dans le chat aussi pour que les gens puissent aller le voir par eux-mêmes à tête reposée également. Ouais, effectivement, merci. Je voyais pas. Bah là, je vois que Lucie l'a envoyé. Du coup, elle est effectivement accessible en ligne. Merci, Lucie. Est-ce que le partage s'est relancé? Non. Hop. Est-ce que là, c'est bon pour vous? Ça a l'air d'être bon. Du coup, ce que j'ai voulu, c'est un peu se dire, bah voilà, partons de différentes questions pour un peu détricoter qu'est-ce que le flocon vert. Donc le flocon vert, est-ce que c'est le label des stations de ski engagées? Alors c'est pas uniquement le label des stations de ski engagées, mais c'est bien plus. En fait, derrière un label, nous c'est un accompagnement qu'on fait aux stations de ski et surtout aux destinations, aux territoires de montagne. Donc, vous entendrez plus souvent parler donc, de label ou de démarche, parce que notre objectif chez Mountain Riders n'est pas de venir sur un territoire et dire bah, tiens, bravo, vous pouvez avoir le label ou bien vous ne pouvez pas l'avoir, mais bien d'accompagner ce territoire pour pour que petit à petit, il avance dans sa transition et qu'il tende vers l'obtention de ce label-là. Donc, ça permet d'une part pour nous d'accompagner, mais aussi pour vous, les pratiquants, d'avoir une vision de quels sont les territoires qui sont engagés dans leur transition. On a donc un label qui joue un peu à deux niveaux. Je vais vous faire une présentation un peu rapide, mais juste pour vous dire que on a donc cet accompagnement individuel où nous, on est sur les territoires, on va faire des ateliers stratégiques, on va faire des ateliers participatifs avec les citoyens, avec les sociopros. On va faire un diagnostic approfondi du territoire qui va ensuite nous permettre de leur faire des préconisations qui sont sur mesure dans ce but vraiment premier d'accompagnement. À côté, on a aussi un accompagnement collectif, dans le sens où aujourd'hui, on a 27 territoires qui sont labellisés. On ne peut pas être tous les jours sur chacun des territoires. Du coup, nous, en interne, on produit un maximum de ressources pour créer vraiment un réseau autour de ce flocon vert, avec des ressources, que ce soit en ligne, avec des webinaires, que ce soit des temps vraiment collectifs, des groupes de travail, dans cet objectif de créer un réseau qui soit inspirant et solidaire. Et c'est important pour moi de vous parler de ça aujourd'hui, parce qu'une station flocon vert, un territoire flocon vert, il n'est jamais tout seul. C'est un ensemble de territoires qui se parlent, qui apprennent les uns des autres et qui essayent ensemble d'avancer et de faire bouger les choses. Donc, quand on parle d'un territoire est labellisé flocon vert, c'est un territoire qu'on a suivi pendant 1 à 1 an et demi, entre le moment où on s'est dit « Ok, c'est parti, on lance la démarche » et le moment où il passe au comité de labellisation et où il est labellisé. Donc ça, c'est important à avoir en tête qu'il y a un gros travail qui est fait en amont par le territoire, en collaboration avec Mountain Riders, pour pouvoir être toujours dans cette idée d'amélioration continue. On parle beaucoup, quand je présente le flocon vert, je dois citer au moins 400 fois le mot amélioration continue, parce qu'en fait, c'est ce qui nous porte et c'est ce qu'on vient faire. C'est pour ça qu'on travaille avec les territoires, c'est pour cette notion d'amélioration, encore et toujours, et de réseau et d'échange. Est-ce que le flocon vert, il est délivré par Mountain Riders? En fait, pas vraiment. Oui, mais vraiment pas que. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être juge et partie. On ne peut pas accompagner un territoire et arriver à la fin et dire bon, ben voilà, on vous a accompagné, bravo, vous avez le flocon vert, on a tout réussi. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand nous, on accompagne un territoire, déjà à la fin, avant de passer devant un comité de labellisation, il y a un auditeur externe, donc, qui est complètement indépendant de Mountain Riders, qui va venir sur le territoire et qui va venir valider que tout ce qui nous a été dit et tout ce qu'on a mis dans nos dossiers existe vraiment sur le territoire et va venir questionner et compléter notre dossier pour que nous, on puisse ensuite le porter devant le comité de labellisation. Le comité de labellisation, Mountain Riders y siège, forcément, mais on a une voix sur 7. C'est-à-dire qu'à côté de nous, on a un acteur d'Atout France, des acteurs du tourisme durable, de l'Université Savoie-Mont-Blanc, de l'ADEME et 2 personnes qui sont là à titre de personnes qualifiées, qui viennent tous avec leur expertise et qui vont venir analyser chacun des dossiers et ensuite, par vote de l'ensemble, vont délivrer ou non le flocon vert. Est-ce que le flocon vert, c'est un label environnemental? Ça a beau être vert, en fait, c'est vraiment uniquement en partie. Derrière le flocon vert, il n'y a pas que de l'environnement. Il y a 4 grandes thématiques. Il y a certes une thématique environnementale qui est la gestion des ressources. On va venir regarder sur le territoire ce qu'ils font comme action concrète sur les différents points environnementaux comme le sol, les déchets, l'énergie, la biodiversité. Mais on va aussi s'intéresser à l'économie du territoire
Est-ce que le territoire va valoriser la diversification? Comment est-ce que le territoire gère les emplois? Comment est-ce qu'il met en avant l'économie locale, par exemple? On va venir regarder aussi les dynamiques sociales et culturelles. Donc là-dedans, ça va être la vie à l'année. En fait, que fait le territoire pour créer une vie à l'année? Qu'est-ce qui est développé en termes d'offres culturelles, en termes de qu'est-ce qui est développé pour les familles, par exemple, pour le tourisme accessible encore, ou la sensibilisation. Et on va venir regarder aussi la gouvernance et résilience. Ce qu'on met derrière, c'est quelle est la stratégie du territoire, quelle est sa vision et sa stratégie pour les années à venir, qu'est-ce qui est mis en place pour les mobilités durables, par exemple, ou la participation, comment est-ce que les habitants, les sociopros participent à cette stratégie. Donc, c'est vraiment ces 4 thématiques qu'on va venir regarder. Et je ne rentrerai pas dans le détail, mais derrière ces 4 thématiques, il y a 20 critères et 68 indicateurs. Je vous invite, le cahier des charges Flocon Vert est disponible en ligne. En table de chevet, il est parfait. Il y a de quoi lire matin, midi, soir. Vraiment, faites-vous plaisir. Ce schéma est aussi disponible en ligne sur le site floconvert.org. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer là, c'est vraiment derrière ce label, il y a tout un cahier des charges exigeant. Est-ce que le Flocon Vert parle de territoire? Enfin, oui, non, le Flocon Vert parle de territoire et pas de station. Pourquoi? Alors, nous, dans l'équipe, on dit toujours que si on dit station Flocon Vert, c'est carton rouge. Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille pas avec des stations, on travaille avec des territoires. Et parce que un territoire, c'est tout un ensemble d'acteurs. Donc, il y a un exploitant du domaine skiable, mais il y a aussi la mairie, il y a aussi l'office de tourisme, qui sont les 3 acteurs, comment dire, qui sont un peu obligatoires à l'origine de la démarche. C'est-à-dire que nous, dans le Flocon Vert, on a un comité de pilotage qui doit, à minima, comporter l'office de tourisme, l'exploitant du domaine skiable et la mairie. Et au-delà de ça, il y a plein d'autres acteurs, comme les communautés de communes, les acteurs socioprofessionnels, le parc naturel, si la station est sur un parc naturel, les habitants, etc., qui, selon les territoires, prendront part aussi à cette stratégie. Et nous, on pousse à ça, à avoir un maximum de participation. Parce que quand on parle d'un territoire, il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui y travaillent et qui ont aussi leur voix dans l'avenir de leur territoire. Notre méthodologie, pour nous, elle est vraiment basée autour du faire ensemble. C'est-à-dire qu'on se base sur deux phrases qu'on aime beaucoup. Une phrase de J.F. Noubel qui dit que les grands enjeux de l'humanité ne sont pas la faim, la pauvreté, le développement durable, la paix, la santé, mais notre capacité à élaborer de nouvelles organisations capables de les résoudre. Donc, en fait, ce qu'on retient de ça, c'est que notre enjeu principal, c'est l'intelligence collective. Et nous, c'est ce qu'on va venir apporter au territoire. C'est le faire ensemble, et toujours autour d'une méthodologie d'intelligence collective pour intégrer un maximum de personnes. Et il y a aussi Euripide qui disait « Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble », ce qui aussi apporte pour cette intelligence collective. Du coup, dans cette démarche Flocon Vert, nous, on met vraiment la participation au cœur de la démarche. De manière générale, là, c'est les niveaux de participation, ça ne vient pas de Mountain Riders, c'est les 4 grands niveaux de participation qu'on peut trouver: l'information, la consultation, la co-construction et la codécision. Nous, on incite les territoires, dans le cadre de la labellisation Flocon Vert, d'aller vers de la co-construction de cette stratégie, au travers de différents outils, comme par exemple des groupes de travail sur le territoire qui peuvent permettre aux habitants, aux sociopros, de s'investir. Après, la co-construction, elle demande aussi d'être des 2 côtés, c'est-à-dire qu'il faut que le territoire s'ouvre à la co-construction, mais il faut aussi que les habitants, que les citoyens y prennent part et prennent cette opportunité, et ce qui n'est pas toujours le cas sur les territoires. Donc, en tant que citoyen, si vous travaillez dans un territoire Flocon Vert ou si vous habitez dans un territoire Flocon Vert, je vous invite vraiment à prendre part à ces groupes de travail. Un territoire Flocon Vert, est-ce que c'est un territoire qui est exemplaire? Alors non, et ça c'est un truc à vraiment avoir en tête. Un territoire qui est labellisé Flocon Vert, c'est pas un territoire parfait, c'est un territoire qui est engagé. C'est pour ça qu'on a créé 3 niveaux de labellisation Flocon Vert: le premier, le deuxième ou le troisième flocon. Et on dit qu'un territoire qui est au niveau du premier flocon, c'est un territoire qui s'est engagé dans cette transition, qui fait des choses, qui met des actions en place. Après, un territoire qui est deuxième flocon, il commence à tendre vers l'exemplarité. Et un territoire qui est troisième flocon, c'est un territoire qui est exemplaire.
aujourd'hui, nous n'avons pas de territoires qui ont atteint le niveau du troisième flocon, mais on travaille à les accompagner pour aller vers cet objectif. Et donc, du coup, concrètement, qui est labellisé flocon vert? Aujourd'hui, on a 27 territoires. Je ne vais pas aller sur le détail de tous. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet. Mais on voit qu'on a aujourd'hui 20 destinations qui sont au niveau du premier flocon et 7 destinations qui sont au niveau du deuxième flocon. Je m'arrête là pour la présentation. Je ne voulais pas vous prendre trop de temps. L'idée, c'était de vous donner des premières billes de concrètement, qu'est-ce que le flocon vert, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et après, on a tout un temps pour échanger. Et on a la chance ce soir. Du coup, il y a monsieur Martin, qui est donc maire de Val d'Isère, qui a accepté d'être à nos côtés pour parler du flocon vert, pour parler vraiment de l'application terrain, puisque en tant qu'élu, il le vit au quotidien sur son territoire et il aura une vision différente de la nôtre. Et Martin, je vous laisse la parole, ou bien Antoine, tu reprends. Je vais me permettre déjà de te remercier, avant de donner la parole à Monsieur Martin, pour cette présentation, d'inviter tout le monde à aller faire un tour dans le chat s'ils ne l'ont pas déjà fait ou elles ne l'ont pas déjà fait, parce qu'il y a des liens vers des éléments que tu as mentionnés, notamment la vidéo, notamment le cahier des charges, pour que, comme tu l'as dit, chacun puisse s'approprier cette belle lecture le soir avant de s'endormir. Mais moi, je conseillerais plutôt de le faire au matin pour être sûr d'être bien réveillé, de pouvoir aller analyser tous ces documents. Et je trouve que il y a Gauthier qui te remercie pour la présentation dans le chat, donc n'hésitez pas à communiquer là-dessus. À poser vos questions, encore une fois, aussi dans le chat. On les prend au fur et à mesure. On laisse un peu ce premier temps, entre guillemets, descendant pour pouvoir remettre un peu toutes les informations sur la place publique pour qu'on puisse être sûr qu'on parle avec les mêmes référentiels, etc. Donc, encore une fois, merci de partager ce cahier des charges à ce niveau-là. Et le cahier des charges, donc, qui, je pense, Monsieur Martin, fait une belle transition aussi avec la réalité de ce que vous vivez, vous, du côté municipalité et territoire. Et l'occasion pour moi, donc, de vous passer la parole et de vous inviter à nous partager peut-être votre expérience avec le label et votre historique avec aussi, les raisons pour lesquelles vous pourriez aller dans cette aventure portée par Mountain Riders. Et une fois que vous aurez pris la parole, encore une fois, il sera temps pour la communauté de vous adresser leurs questions. Donc, n'hésitez pas aussi à soulever des points que vous voulez discuter avec les gens que vous avez là ce soir. Ça peut être une bonne expérience. Monsieur Martin, c'est à vous. Encore merci d'être là. Merci, vous m'entendez? Je ne suis pas un spécialiste de la technique, mais merci Colline pour cette présentation. Oui, alors moi, quand Pauline, qui travaille avec moi, en particulier à la mairie sur tout ce qui est développement durable, m'a sollicité pour intervenir, j'ai dit oui tout de suite, puisque je trouve que c'est bien d'avoir des partages d'expérience. Alors, pour Val d'Isère, on a été labellisé en novembre 2022. La particularité, c'est qu'on a été labellisé un flocon. On fait pour rentrer dans une démarche et on l'a fait en même temps avec nos voisins de Tignes, puisque on fait deux stations qui partagent un domaine relié, qui sont complètement différentes de part et d'autre de la montagne. C'est l'histoire qui a fait ça. Et c'est une démarche, moi en tout cas, que je ressens d'abord comme une évidence, parce que j'en avais parlé pendant la campagne électorale en 2020. Et deuxièmement, pour nous, c'est un espèce de tuteur. Vous savez, un maire, il est pris dans tout. Voilà, il a beaucoup de choses à faire. Et je trouve que c'est bien d'avoir cet accompagnement au quotidien avec des passages réguliers. On arrive à 18 mois. Et notamment, on va avoir alors non pas un contrôle, mais on va faire un point d'étape à 18 mois. Et pour nous, c'est vraiment important d'être, oui, accompagné et soutenu là-dessus. Donc, j'ai entendu parler d'action et de territoire. Alors d'abord, on va dire, c'est un village. D'abord, c'est un village et c'est hyper important de l'entendre, ça, parce que moi, je suis le maire du village. J'ai été élu on est très peu nombreux à voter ici, on est 1400. Voilà, mais c'est aussi, c'est vrai, une destination touristique, une station de ski, mais pas que, puisqu'on est ouvert aussi, bien sûr, en été. Un village, ça ne ferme jamais. Mais on sent bien qu'on a besoin aussi d'être vertueux. Alors, quand je dis on a besoin, une saison comme celle-ci, elle n'est pas facile, hein, parce qu'on n'a jamais autant de neige. Encore ce matin, il neigeait, donc convaincre les gens qui sont maintenant tous convaincus. Il n'y a plus de climato-sceptiques à Val d'Isère, les gens sont tous dans cette démarche. Mais à un moment donné, il faut tirer un peu le signal d'alarme et se dire que les moyens qu'on a aujourd'hui,
et je vais essayer de pas trop vous parler d'argent, mais quand même, il faut se servir pour cette transition. Je vous donne un exemple. Il y a un système de bus dans Val d'Isère, je ne sais pas si vous connaissez, qui était jusqu'à pas longtemps au gasoil, on les a passés au HBO, et d'ici 2 ans, ils seront tous 100% électriques. C'est un investissement qui est porté par notre délégataire de remontée mécanique, 6 millions d'euros. On a transformé le garage pour pouvoir charger. Ça paraît juste un détail, mais enfin, en tout cas, financièrement, ça ne l'est pas. On se relie aussi avec nos voisins, donc on crée de la mobilité parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à Tignes et qui viennent travailler à Val d'Isère et lycée de Versailles. Donc tout ça, c'est en action, c'est en mouvement. Quand vous êtes labellisé, vous n'êtes pas bon ou mauvais sur tous les points. Il y a des points où vous n'êtes pas mauvais, d'autres où vous êtes moins bon à améliorer. Et effectivement, on vous remet une fiche avec des points à améliorer. Bon, on va dire, il y a des points où on n'est pas mauvais, d'autres où on est très mauvais. Et c'est ça l'intérêt d'avoir cet accompagnement pour pouvoir progresser. Mais voilà, au quotidien, donc avec nos associations, qu'on soutient beaucoup, on entend parler de la vie locale. Nous, Val d'Isère, quand je vous dis que c'est un village, ouais, on est 1600, il y a 4000 saisonniers. On a une association qui s'appelle Vivaldis, par exemple, qui regroupe 4000 adhérents et qui s'occupe des gens que la mairie, évidemment, soutient par des locaux, des subventions, pour essayer de bien vivre, ou en tout cas d'arriver à vivre le mieux possible à Val d'Isère. Parce que moi, mon obsession de maire, tant mieux si le business fonctionne bien, mais moi, je veux avoir des gens qui vivent ici et qui restent ici. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'immobilier est super cher. Il y a du travail, certes, mais il y a besoin d'accompagnement pour ça. Et au quotidien, on fait le maximum. On fait le maximum. Alors, je vous ai parlé de mobilité, ça c'est vraiment important. Et puis, ça permet d'avoir des contacts, des échanges avec les autres. Et puis, on se compare. Je vous parlais de nos voisins tignards. Bon, ça, c'est des histoires qui sont vieilles comme le monde, mais on regarde ce qui se fait à côté, où est-ce qu'ils sont meilleurs que nous. Et c'est une espèce de stimulation. On se rencontre, on échange au quotidien. Et ça nous permet d'avancer. Donc, je dirais, si je devais le résumer par un mot, pour nous, le label Faucon Vert, c'est un tuteur. Voilà, quand j'étais petit, ma mère elle me disait tiens-toi droit. Et bien voilà, il faut avoir un tuteur pour aller vers la bonne direction. Parce que oui, le climat change. Oui, on a l'impérieuse nécessité de prévoir l'avenir. On a une richesse qui est importante, pas infinie à Val d'Isère, hein, pour gérer une commune comme la nôtre. Je vous promets que c'est pas si simple, ou c'est pas en tout cas la vision qu'on peut en avoir. Mais on essaye de prioriser dans nos investissements, avec nos associations, avec nos événements. On a un gros événement, par exemple, comme le Critérium de la Première Neige, qui est quelque chose d'extrêmement important. On a signé des partenariats avec le Club des Sports pour avoir des événements qui soient le plus vertueux possible. Voilà, rapidement, parce qu'une fois que je suis lancé, je ne m'arrête plus. Généralement, on me le reproche assez souvent. Entre autres, ce qui nous sert, nous, au quotidien pour progresser. Super, merci beaucoup. Écoutez, on est là ce soir pour vous inviter à ne pas vous arrêter à partir du moment où ça va être de l'autre côté aussi, qu'il va y avoir un flot de questions, entre guillemets, relativement ininterrompu, puisque l'appel a bien été entendu. Bah, déjà, encore une fois, merci, merci pour ce témoignage. Il y a plusieurs éléments qui ont été notés. Avant de passer à ça, est-ce que Colline, Lucie, vous aviez des éléments à rajouter concernant ce que M. Martin a dit ou des petits éléments? Et ensuite, on va pouvoir commencer à prendre les questions. Ce que je peux inviter tout le monde à faire, c'est pour celles et ceux qui le souhaitent, c'est aucunement une injonction à apparaître, mais je pense qu'on a assez de bande passante pour que vous puissiez montrer vos visages. Pour celles et ceux qui ont posé des questions dans le chat et qui souhaitent les poser de vive voix pour avoir une discussion dynamique, n'hésitez pas à donc allumer votre caméra ou pas, mais surtout à lever la main à travers les réactions. Et Colline, si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe aux questions. Oui, ça m'a fait penser à une petite chose. Effectivement, du coup, Monsieur le maire précisait que là, ils vont avoir un audit intermédiaire. C'était pour expliquer, en fait, c'est vrai que j'ai pas précisé que le label, donc une fois qu'on est labellisé pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, on renouvelle, il y a un nouveau travail de Mountain Riders et il y a un renouvellement du label. Et du coup, pour ne pas laisser les territoires sans contact direct, parce que pendant ces 3 ans, ils sont dans ce que je présentais comme l'accompagnement collectif, donc cette boucle d'amélioration continue, mais on revient au bout d'1 an et demi sur le territoire pour faire passer une journée de travail, voir un petit peu
où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils ont réussi à avancer, où est-ce qu'ils ont plus de difficultés, ce qui nous permet de leur faire de nouveau des préconisations sur mesure dans le but de préparer le renouvellement qui aura lieu 1 an et demi plus tard. Ok, super, merci pour la précision. Alors, je vais commencer par une première question par Solène qui mentionne qu'elle n'a pas de micro avec Zoom. Donc, au moins, je suis sûr que c'est quelqu'un qui ne pourra pas la dire à l'oral, qui vous remercie bien sûr pour cette présentation et qui demande si le label concerne tous les territoires, donc j'imagine tous les massifs à l'échelle française, et donc se pose la question de prendre en compte les spécificités de chaque massif. J'imagine que ce que Solène pourrait vouloir nous demander par là, c'est est-ce que le cahier des charges peut être déployé sur des massifs aussi différents que le Jura, que la Haute-Tarentaise, comme chez Monsieur Martin, ou les Pyrénées? Et Solène, je te laisse confirmer si c'est bien ça la question. Elle dit exactement super. Top. Merci pour cette question. Je me rends compte que j'ai pas mis cette petite slide que je voulais, qui montrait un peu la répartition des territoires flocons verts. Donc, on est effectivement présent au-delà du massif des Alpes. Donc, on est sur les Alpes, Alpes du Nord, Alpes du Sud, mais on est aussi présent sur les Pyrénées. On est aussi présent dans le Jura. Et on a là des choses qui devraient se développer aussi dans les Vosges, ou bien des demandes qui sont plus dans le massif central, parce que effectivement, notre cahier des charges ne correspond pas uniquement à des territoires de haute montagne alpine, mais le cahier des charges reste le même parce qu'on ne peut pas comparer, on ne peut pas labelliser deux territoires différents sur deux massifs différents avec des critères qui ne sont pas les mêmes. Mais disons que les exigences, on ne peut pas avoir le même regard exactement sur Lens en Vercors ou sur Val d'Isère. Et c'est dans la finesse des indicateurs qu'on va pouvoir adapter. Il y a des choses qui doivent être sur des grands territoires qui ne font pas sens sur des plus petits. Et donc, il y a une légère adaptation d'un massif à l'autre, mais les indicateurs restent exactement les mêmes. Super, Est-ce- Solène. Je te laisse mentionner dans le... elle est plus rapide que l'éclair. Un merci est arrivé, j'imagine que ça répond à la question. J'ai donc d'autres questions qui arrivent, mais je vais me permettre de donner, comme ça, je vais encourager une procédure qui, j'espère, fonctionnera. La priorité à la personne qui a levé la main, à savoir Alban, de pouvoir poser sa question directement. Et toutes les autres qui posent des questions dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez le faire de vive voix. Sinon, je les prendrai à l'oral de mon côté. N'hésitez pas non plus. Alban, c'est à toi. Oui, j'avais une question pour Monsieur Martin. Vous avez évoqué le critérium de la première neige et parmi les choses qui, à mon sens, sont capitales à prendre en compte, c'est le calendrier des courses. Alors, on a eu récemment un article qui a fait un peu de bruit dans le milieu du ski avec la Norvège qui proposait une réorganisation de la saison. Ce critérium, il arrive souvent très tôt et avec une grosse incertitude sur la qualité de l'enneigement, c'est-à-dire est-ce que ça permettra d'assurer la compétition dans des conditions qui soient sécuritaires pour les athlètes et qui évitent l'abus de l'enneigement artificiel. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Alors, pour le MR, est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué dans les contraintes? Bon, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des contraintes, mais en tout cas, est-ce que ça fait partie de votre cahier des charges dans le flocon vert? Et monsieur le maire, est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Je vais peut-être parler comme vous voulez. Ouais, moi, juste pour préciser, quand tu dis est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en cahier des charges, ce serait quoi exactement enfin, si tu peux me préciser ta question sur ce qu'on regarde ou non sur ce sujet dans le cahier des charges, pour être sûr de bien y répondre. En gros, est-ce que vous avez un œil sur le calendrier des courses? Alors bon, là du coup, il y a un lien avec la FISE, mais est-ce que vous avez un œil sur est-ce que les candidatures à l'organisation de certaines courses prend en compte les réalités du terrain? Alors on a parlé juste avant de territoire moyenne montagne. Bon, là, il se trouve qu'on est plutôt haute montagne pour le cas de Val d'Isère. Néanmoins, on se rend bien compte avec une durée d'enneigement en France, y compris en Haute-Savoie, qui a diminué de pratiquement 1 mois et demi depuis le début des années 2000. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Je ne sais pas si j'ai été beaucoup plus clair qu'au début. Je Si, me moi, per- c'est super Pour moi, clair. oui. Et Colline, je me permets juste de faire le petit point, la petite technique du cahier des charges.
Très exactement, dans les cahiers des charges flocons verts, un indicateur qui s'appelle adaptation aux conditions d'enneigement. Alors, je ne vous citerai pas de tête le numéro de l'indicateur parce qu'il y en a 70 et que je ne les connais pas non plus par cœur. Mais cet indicateur-là, il nous permet d'aller voir sur les territoires, pour les compétitions et plus largement pour l'exploitation de leur domaine skiable, en fait, à quel point est-ce qu'ils dépendent de la production de neige de culture, à quel point est-ce qu'ils adaptent aussi leur période d'ouverture, à quel point est-ce qu'ils adaptent leur période de fermeture, à quel point est-ce qu'ils ils prévoient aussi le multi-usage de ces remontées mécaniques pour ne pas faire que du ski, pour moins dépendre de manière générale en fait des activités neige et pour proposer plein d'autres activités à leurs visiteurs, à leurs habitants, avec les mêmes infrastructures ou sans ces infrastructures, en permettant en fait de renforcer un peu la résilience du tourisme et de l'économie de manière plus générale, sans dépendre ni de la neige tout court, ni de la neige de culture. Est-ce que Et ça répond à ta question, Albin? Merci, Ça va? Lucie. Je t'en prie. Et pour compléter, donc Lucie, effectivement, donc, qui est chargée de projet sur le flocon vert, c'est elle qui connaît le cahier des charges et qui accompagne les territoires sur le terrain au quotidien. Et du coup, au-delà de ce qu'on vient de regarder, ce qu'on vient regarder dans le cahier des charges, il y a pas mal de territoires qui se retrouvent un peu en difficulté face à des grands événements qui ont lieu sur leur territoire avec un choix plus ou moins facile à faire par le territoire et des impacts. Et donc, en fait, c'est un peu ce comment on fait quand on accueille un grand événement et qu'on est territoire flocon vert. Et pour tout ce type d'enjeux, nous, on crée des groupes de travail pour justement qu'entre référents, ils puissent avancer et puis voir quelles sont leurs solutions pour faire face à ces grands événements et pour un peu poser leurs conditions quand on est territoire et qu'on accueille un grand événement qui arrive avec ces conditions. Voilà pour la partie réponse Mountain Riders. Alban, merci pour la question. Concernant le critérium, et vous l'avez rappelé, nous, on est dépendant d'un calendrier qui est imposé par la Fédération internationale de ski. Et concernant plus précisément le critérium de la première neige, quand il n'a pas lieu, c'est plus souvent parce qu'il y a trop de neige ou du mauvais temps que pour manque de neige. Et sur la production de neige de culture, c'est dans le cahier des charges de la FIS. C'est-à-dire que pour des questions d'équité des athlètes, hein, on doit d'abord produire de la neige de culture. Ça peut être mal ressenti, mais ça fait partie des règles. La neige, elle doit être dure. C'est quasiment de la glace hein, quand les skieurs vont dessus. Et ça nous permet d'abord d'engager la phase de Bellewaerde, hein, cette phase qui est importante, qui est est. Voilà, pour une info, mais qui est importante aussi, parce que je vous disais qu'on a eu des grosses précipitations. Malgré cette production en début de saison, cette année, on a consommé quand même 150 000 mètres cubes d'eau en moins pour produire de la neige. Quand il y a de la neige, on ne le fait pas. On ne fait pas de production de neige de culture. Pour les courses, on est obligé de le faire. Mais sur une phase sur laquelle on court, en tout cas que ce soit à Bellewaerde ou à Solèze depuis 70 ans, ça fait partie de notre ADN, le ski de compétition. Oui, on nous demande de produire de la neige de culture, ça c'est clair. Mais franchement, sur le calendrier et sur les dates, pourquoi le calendrier vient souvent chez nous? Longtemps, ça s'est appelé le critérium de la première neige, même si le nom a changé maintenant. C'est parce que, bon, à Val d'Isère, on a cette chance-là. Moi, je ne fanfaronne pas du tout, mais c'est vrai qu'on a des précipitations qui sont plus tardives qu'avant. Moi, je ne dis là que depuis 40 ans, mais souvent, on avait de la neige en octobre. Ça, c'est clair que c'est terminé. Mais là, on a eu des premières précipitations début novembre. On en a eu d'autres fin novembre. On en a même eu au moment du critérium. Donc, on était inquiets et c'est pour ça qu'on a dû annuler une des épreuves. Mais globalement, pour le moment, on est plutôt bien servi. Mais c'est vrai qu'il y a cette contrainte de la FIS. C'est à elle de se réinventer. La proposition norvégienne, je ne l'ai pas lue de A jusqu'à Z. Je connais bien le pays puisque mon frère réside en Norvège. La Norvège, elle a les mêmes problèmes que nous. Hein. Je veux dire, à Lillehammer, c'est à peu près la même météo qu'à Val d'Isère, les mêmes températures. Et il y a des moments donnés où il y a vraiment de la pluie, où c'est compliqué, un peu comme chez nous aussi. Voilà. L'idée de regrouper, moi, ça me paraît une bonne idée. C'est éviter de faire des allers-retours parce qu'il n'y a pas que la compétition en elle-même. Hein. Il y a évidemment les athlètes, les spectateurs, les sponsors, etc. Aller un coup aux États-Unis, un autre coup, il y a même une année où c'était au Japon. Je trouve que ça n'a pas de sens. Et les grosses stations qui accueillent des grandes compétitions, elles sont regroupées dans un club qui s'appelle le Club 5, mais où il y a 14 stations. Et elles poussent auprès de la FIS pour essayer de se réinventer un petit peu dans son calendrier, ça c'est sûr.
Merci pour votre réponse. Alban, je t'invite à partager le document de l'initiative norvégienne dans le chat. Et je vais me permettre, avant de te donner la parole, Vincent, je me permets de te tutoyer, mais écoute, ça va être l'ambiance ce soir, de rappeler la complexité du monde face à la question que Alban pose. La Fédération norvégienne de ski est en effet en train de pousser pour une dynamique autour de changement d'amélioration du calendrier de la FIS, tout en étant également une fédération de ski dont certaines des équipes sont financées par une entreprise pétrolière. Donc, écoutez, bienvenue dans un monde de nuances de gris et dans lequel on va essayer d'amener un peu de clarté à travers ces choses-là. Tout ça pour dire que Protector Winters était à la barre de différentes initiatives auprès de la FID. N'hésitez pas à aller consulter notre site. Trévis, si tu peux partager toutes ces choses-là pour alimenter aussi la question qu'a posée Alban. Vincent, c'est à toi. Merci Antoine. Bonjour à tous. Merci pour la présentation et les témoignages. Alors moi, j'ai de la chance parce que ma question a aussi été posée dans le chat par Bastien. En fait, c'est sur la mobilité, non pas au sein de la station, mais d'accès aux stations. Ça dépend pas que des territoires locaux, ça dépend aussi des régions, comme dit la SNCF, les départements. À quel point est-ce que le territoire, effectivement, comme dit Bastien, a un poids là-dessus et à quel point est-ce que le flocon vert, justement, peut avoir un impact là-dessus? Bonjour Vincent. Merci pour ta question. Du coup, alors déjà, effectivement, et surtout, merci d'avoir reposé le cadre qui fait que, bah oui, les territoires ont envie même les territoires qui ont envie d'avancer sur cette question de mobilité, c'est pas si simple parce que ça ne dépend pas que d'eux. Et donc, la mobilité, c'est la communauté de communes, entre autres, qui a cette compétence. Et puis après, il y a la région, l'État. Et c'est déjà pour ça que nous, on invite les territoires dans leur comité de pilotage à voir plus large et de ne pas garder uniquement la mairie, l'hôtel, le domaine skiable, mais aussi intégrer la communauté de communes qui a certaines compétences et qui leur permettra d'avancer plus facilement sur ces sujets-là. À côté de ça, donc, ça fait le lien en plus avec le sujet d'avant. La mobilité, c'est aussi un de nos groupes de travail parce que c'est un groupe de travail sur lequel on est avec Pau parce que la mobilité est un enjeu qui concerne tous les territoires et qu'il n'y a hélas pas de solution magique, pas de baguette magique pour ça. Et donc, du coup, les territoires ont cette volonté un peu de s'associer pour pouvoir un peu monter au créneau, avoir une force de réseau pour pouvoir faire monter leurs attentes et leurs besoins pour que ça bouge au-dessus, là où eux n'ont pas les compétences directes. Après, ce qu'on va venir regarder sur le territoire, c'est aussi la partie interne. Est-ce que le territoire fait des choses pour sa mobilité interne, comme tu le disais? Et il y a aussi un peu la promotion la promotion de cette mobilité. Parce qu'on peut avoir le train, on peut avoir plein de solutions de mobilité décarbonée, mais si on ne communique pas auprès des personnes qui viennent, auprès des pratiquants sur ces différentes options, et ben, ça ne va pas non plus les faire avancer. Donc après, il y a de plus en plus de choses qui se développent. L'APTV travaille donc sur les pays de Tarentaine vanoise, travaille énormément sur la mobilité aussi. On a des territoires flocons verts qui sont en réseau au niveau de la Comcom pour justement pouvoir agir sur ces sujets. Donc, moi, ma réponse, c'est qu'il n'y a aujourd'hui pas de solution magique, mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont faites pour pouvoir avoir plus de poids au-dessus et faire avancer les choses. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, merci. Merci. Je veux bien compléter, Colline, hein. Effectivement, il y a des communautés de communes. Pour nous, c'est la communauté de communes de Haute-Tarentaise. Il se trouve qu'elle a la particularité d'être assez peu peuplée, mais d'avoir 5 grandes destinations, en tout cas hivernales et estivales. Hein. Tignes, Val d'Isère, je vous l'ai dit, les Arcs, bien sûr, aussi La Rosière et Sainte-Foy. Et effectivement, nous, on travaille beaucoup là-dessus. C'est vrai que la compétence pure mobilité, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on discute beaucoup avec eux et on est très pushy pour transporter nos collégiens, nos lycéens, pour les liaisons entre la vallée et les stations. Et puis après, c'est vrai qu'au niveau de l'APTV, donc c'est le regroupement des 5 communautés de communes de la Tarentaise,
Moi, là-dedans, je m'occupe du SCOT, schéma de cohérence du territoire. C'est quelle vision on a de programmation pour notre territoire. En l'occurrence, c'est un document qui date de 2017 et qui court jusqu'en 2032 pour améliorer ça. Et c'est vrai qu'on se heurte à un petit peu un mur quand même sur l'histoire du ferroviaire. Hein. C'est que ça peut s'améliorer. On est prêt, nous, à financer des voies supplémentaires de garage à la gare de Pont-Saint-Maurice pour remettre le train de nuit. C'est des choses qu'on n'arrête pas de demander et sur lesquelles on nous répond assez systématiquement jamais, où on nous parle de 2033, 2034. Et puis, pour améliorer ces passages de train, il y a un espèce, sans rentrer dans une trop grande technique, il y a un espèce de nœud qui se situe entre Montmélian et Grenoble et Chambéry, pardon, où il faudrait augmenter la voie, il faudrait la doubler. C'est des investissements importants. Hein. Et là, on pousse beaucoup pour pouvoir avoir encore plus de mobilité au niveau du ferroviaire, parce que vous l'avez dit, hein, le transport en voiture, en avion, etc., ça nuit beaucoup à nos destinations et au bilan au final de nos destinations. Et là, on pousse de manière collective, alors non seulement avec la communauté de communes, mais aussi la PTV, et puis l'association des maires aussi, pour avoir une réponse, parce que pour le moment, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Alors, on a l'impression presque d'être un territoire oublié. Je vous disais qu'il neigeait, je vois les flocons tomber devant moi. Nous, on pousse beaucoup à Val d'Isère pour ce mois d'avril, qui est vraiment important. La SNCF, elle arrête de desservir Bourg-Saint-Maurice à fin mars. Pour nous, c'est incroyable. Et les transports, même de bus, pour monter de Bourg-Saint-Maurice dans les stations, ils nous disent, ah, il y a un peu moins de monde, on arrête de faire tourner nos bus à partir du 6 avril. Alors, nous, la saison, elle continue jusqu'au 5 mai, sauf si vous nous aidez financièrement à avoir des équilibres. Donc, il y a beaucoup de gens qui se défaussent. Et c'est vrai que la mobilité interne, là, ça nous concerne directement. Interstation, c'est pas si simple. Parce que dès qu'on déborde un peu, la région nous dit, voilà, vous nous faites concurrence, vous faites concurrence à nos prestataires. C'est valable entre Tignes et Val d'Isère, par exemple. Mais on se regroupe. Et le fait d'être groupé, y compris autour du label Flocon Vert, ça nous permet d'abord d'échanger. Nous, dans les 4 stations dont je vous ai parlé, qui sont labellisées, la Rosière, très récemment, il me semble, il y a à peu près 2 mois, je crois, et j'ai félicité Jean-Claude, mon collègue, qui était fier de ça. Et du coup, bah, je lui ai dit, écoute, bienvenue. Et puis, on va bosser ensemble là-dessus. Super, merci. Pareil, continuez si ça répond aux questions, rebondissez. Vincent, on peut continuer dans le chat, etc. On a quelques questions qui vont se manifester à l'oral. Donc, pour toutes les personnes qui le posent dans le chat, ne vous inquiétez pas, on les voit. Et pour la team Mountain Riders, si vous avez l'opportunité d'aller répondre à quelques-uns des messages dans le chat à mesure que la discussion prend cours aussi. Comme ça, tout le monde peut les voir. C'est une totale transparence dans le chat. Tout le monde peut voir les réponses de tout le monde. Donc, vous pouvez avoir plusieurs bribes de conversation à droite à gauche. Il va falloir avoir des réponses multicéphales, mais on aime beaucoup ça de notre côté. Jeanne, je te donne la parole. Oui, j'ai une question par rapport à l'exemplarité et par rapport aux actions qui sont menées sur les territoires. Comment vous accompagnez, par exemple, une station, un domaine, pour pas qu'ils tombent dans le ski bashing ou dans le ou dans vraiment le greenwashing, et faire en sorte que peu importe les actions qui sont mises en place, elles soient valorisées et pas critiquées derrière par les locaux qui peuvent estimer que c'est de la décroissance par rapport à d'autres acteurs qui peuvent dire que c'est bien beau de faire ça, mais il y a tout ça derrière à faire, et comment justement les accompagner pour les pousser vers le haut et que ça soit collectif. Eh ben, c'est une très bonne question, parce que c'est une question qui se retrouve beaucoup sur les territoires. Alors, hélas, on a individuellement pas le pouvoir d'arrêter le ski bashing ou d'arrêter le fait qu'on dise que le flocon vert c'est du greenwashing. Et un territoire qui s'engage, c'est forcément que pour l'image et pour le greenwashing. Pour aller à l'encontre de ça, nous, on travaille beaucoup à communiquer sur concrètement qu'est-ce que le flocon vert. Et par exemple, ce soir, c'est un des moyens de pouvoir expliquer à tout le monde ce qu'il y a vraiment derrière le flocon vert et ce qui permet, une fois qu'on connaît, ce qui limite le fait de critiquer, parce que souvent on me dit pourquoi tel territoire est flocon vert, il fait ça de mauvais. Bah oui, ok, peut-être que ça c'est pas top, mais est-ce que tu es au courant de tout ce qu'il fait autour? Et en fait, c'est un label qui est tellement complet et complexe que c'est difficile. Et je comprends concrètement les gens qui disent non, c'est du greenwashing. Je comprends parce que c'est difficile de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Donc pour nous, pour aller à l'encontre de ça, c'est avant tout l'information et la transparence. On dit toujours, nous, on accompagne les territoires en disant
soyez le plus transparent possible. Quand vous faites un choix, pourquoi vous le faites? Expliquez, au grand public, expliquez aux sociopros, expliquez aux pratiquants, aux visiteurs, pourquoi est-ce que vous faites tel choix et pas tel autre. Et c'est la partie la plus difficile parce que souvent les gens vont être de passage, ils vont voir un peu de loin, ils vont pas aller creuser et ils vont se dire, ah bah tiens, c'est du greenwashing. Et pour moi, il y a vraiment que la communication qui permet d'avancer. Donc, on travaille énormément à ça du côté Mountain Riders et on invite les territoires à le faire aussi. Et on invite aussi toute personne qui connaît le flocon vert, donc vous, aujourd'hui, en tant que pratiquant, bah, à aussi expliquer quelqu'un qui vous dit, bah non, mais ce territoire, il fait ça, c'est du greenwashing. Poser un peu de nuance et dire, bah, en fait, qu'est-ce qui te permet de dire c'est du greenwashing? Est-ce que tu sais tout ce qu'il fait? Est-ce que, en fait, reposer, on est dans une société où c'est tout blanc, tout noir. Et nous, notre boulot chez MR, c'est d'essayer de mettre de la nuance dans tout ça. Et c'est comme ça qu'on essaye d'aller à l'encontre. Après, il y aura toujours il y aura toujours des gens qui critiquent. Et notamment, là, ça me fait penser aussi à on va accompagner un territoire aussi sur justement cette communication avec ses opposants, un peu ses détracteurs, parfois on les appelle, un petit peu, on vient aider un peu comme de la médiation sur comment communiquer face à des gens qui sont dans l'opposition constante et comment garder le dialogue ouvert et pas se fermer complètement. Donc ça, c'est des enjeux qui sont grandissants et qui vont être de plus en plus grandissants. Et soyons honnêtes, les JO est un sujet qui va aussi bouger et faire bouger pas mal de choses et faire bouger du monde. Et donc, il y a un enjeu à garder cette communication. Oui, je me doute que les JO, ça va pas être facile. Et surtout, quand on a ce genre de détracteurs, je sais jamais si je dis le bon ou celui d'Harry Potter, mais il faut comment faire pour vraiment être 100% transparent et quand même réussir à y répondre et réussir à communiquer, à informer. Bah, ça, c'est. Ouais, il y a des micros qui sont ouverts et ça fait un peu des bruits parasites. Ah, top. Et ben donc ça c'est la question c'est la question à laquelle on essaie de répondre en commençant en continuant à travailler sur ces sujets parce que d'un territoire à un autre c'est jamais la même, les personnes qui y a en face sont jamais les mêmes, la situation de dialogue à l'instant T, à l'instant où quelque chose se déclenche n'est pas le même, donc il n'y a pas, et c'est ça en fait toute la complexité, c'est qu'il n'y a pas une réponse, il y a autant de réponses qu'il y a de territoires. Et du coup, j'aimerais bien t'apporter, bah tiens, on fait ça et ça marche et c'est génial. Mais la réalité, c'est que ça n'existe pas et qu'on s'adapte à chaque fois, à chaque territoire et à chaque besoin qu'ils ont. Donc, c'est un peu difficile de donner une réponse plus précise que celle-là parce qu'en vrai, il y en a pas. Et c'est vrai que c'est un peu, ça me fait rebondir sur ce que Antoine posait avant, sur la complexité et la dissonance qu'il y a de manière générale dans ce monde-là. Et c'est important de l'avoir en tête quand on pose un regard sur une action. C'est important d'avoir un esprit critique, mais c'est important d'avoir la vision la plus large possible d'y poser une critique. Et c'est ce qu'on essaye de travailler dans cette communication entre les territoires et les détracteurs, entre guillemets, quoi. Disons plutôt les opposants. Oui, merci beaucoup. De rien. Alors, j'ai une petite interruption point enfant qui vient me faire un bisou pour faire un petit dodo. Alors, ça sera le point mignonnerie de la soirée de mon côté. Je vais laisser Trévis 2 secondes prendre la main et peut-être donner l'occasion à Laureline de prendre la parole pour poser sa question. Ensuite, on fera, si vous le voulez bien, un tour des questions qui étaient dans le chat pour pouvoir y répondre également. Laureline, c'est à toi. Hop, bonsoir. J'ai une question pour Monsieur le maire. Alors, je vais essayer de clarifier parce qu'il y a plein de trucs. Je rebondis aussi avec ce qui a été dit avant, c'est qu'en fait, on a souvent des détracteurs et du ski bashing parce qu'en fait, on voudrait que des stations qui sont là depuis 40 ans deviennent green un peu du jour au lendemain. Quelque part, tout ça parce que la prise de conscience environnementale avant le Covid, bah, elle était quand même pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Et tout ça pour dire qu'en fait, il y a un temps de transformation qui est nécessaire. C'est comme pour les marques, c'est plus facile d'être responsable quand on s'appelle Veja que quand on s'appelle Decathlon, parce qu'on a tout un modèle à transformer. Du coup, Monsieur le maire, ma question, et c'est pas du tout une question piège, j'ai vraiment envie d'entendre votre ressenti là-dessus. C'est la question de fond, à mon sens, aujourd'hui pour les stations, c'est la question du modèle d'affaires, en fait. C'est la question du modèle, c'est-à-dire qu'on pourra réduire les émissions, on pourra dire oui, les gens viennent en train plutôt que de venir en avion, les gens, etc. Mais en fait, tant que le modèle ne se transformera pas en profondeur, on va faire un peu à la marge, quoi. C'est comme si Decathlon dit bah, mes produits sont responsables. Oui, mais le problème de Decathlon, c'est qu'ils mettent dans le monde des millions et des milliards de produits. Et du coup, ce que j'aimerais savoir chez vous, c'est plutôt, à votre avis, quel est le niveau de maturité des acteurs? Alors, pour ce que vous connaissez à Val d'Isère, mais peut-être aussi dans votre écosystème d'élus proches, sur le fait qu'à un moment, ce sujet du modèle d'affaires, il va arriver, qu'il vaut mieux être acteur dessus plutôt que de le subir. Alors même si on est d'accord, moi j'habite Bourg-Saint-Maurice, hein, donc je sais très bien qu'en Tarentaise, c'est pas l'endroit où on se posera les questions, ou en tout cas où on y sera confronté le plus vite. Mais du coup, ça m'intéresse de comprendre en fait justement si ce sujet du modèle d'affaires, voilà, Val d'Isère, c'est une station qui est très internationale, qui est déjà très haut de gamme et qui risque de monter en gamme encore plus. Donc en fait, bah ça, voilà, ça pose un peu des questions de fond. Est-ce que c'est des sujets abordés? Est-ce que c'est l'éléphant dans la pièce qu'on essaie de pas voir? Là, je rebranche mon micro. Ouais, ben, je vais vous répondre. Non, il n'y a pas d'éléphant dans la pièce, hein. Je crois que vous avez une vue panoramique de mon bureau. J'arrive pas à enlever la caméra. Mais non, mais c'est notre obsession au quotidien. On n'est pas tous sur le même modèle, mais c'est une obsession au quotidien. Alors oui, Val d'Isère, c'est une station plutôt haut de gamme, clairement. Oui, on a plus de 60% de nos clients qui viennent de l'étranger et majoritairement des clients britanniques, voire même essentiellement. Et oui, quand ils viennent de Grande-Bretagne, s'ils viennent en avion, eh ben, c'est juste une catastrophe. On a perdu le train qui allait de Londres à Bourg-Saint-Maurice, parce que vous êtes de Bourg-Saint-Maurice, et c'est pas bien. Notre délégataire de remontée mécanique, la Compagnie des Alpes, elle agit là-dessus, hein, pour remettre des trains depuis Londres. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas le train, mais le modèle, on ne va pas, si c'est la question, le démonter tout de suite. Parce que vous l'avez rappelé, en Haute-Tarentaise en particulier, que ce soit aux Arcs, même si Guillaume Desrues, que je connais bien, il a annoncé des choses par rapport au domaine des Arcs, et il a bien raison, et ça sera bientôt la même chose à Tignes. Les choses évoluent. Mais ce qui est important, c'est vraiment la trajectoire. C'est-à-dire, on n'est plus les yeux bandés. Maintenant, on a bien cette conscience-là. Celui qui dit aujourd'hui, mais c'est comme avant et business as usual, ce n'est pas vrai. Et moi, en tant que maire, je vous l'ai dit au départ, ce que je cherche d'abord, c'est à fixer les habitants ici. C'est hyper dur de vivre ici. Parce que j'étais encore tout à l'heure en entretien d'embauche pour quelqu'un pour notre SEM touristique. Et je lui disais, ici, c'est un territoire qui est rude. Il est rude au niveau du climat. Là, aujourd'hui, c'est pas trop compliqué à lui démontrer. Mais il est rude parce que c'est compliqué de se loger. Il est rude parce qu'on est loin de tout, que le premier dermato ou le premier gynécologue, il est à plus de 90 km d'ici. Mais en même temps, il est très attirant parce qu'il y a beaucoup de gens, et surtout de gens jeunes, qui veulent vivre là. Moi, j'ai une problématique incroyable, c'est que je suis obligé de refuser des enfants à la crèche, à Val d'Isère, tellement il y en a. Une crèche qui peut accueillir jusqu'à 50 enfants et j'ai pas assez de place. Et puis, ben, très vite, pour des problèmes de logement, eh bien, les gens s'en vont à partir du moment où ils ont un deuxième enfant, dès qu'ils ont 6 ou 7 ans, et ils ne descendent pas chez Guillaume à Bourg-Saint-Maurice parce qu'ils ne trouvent pas leur place non plus. Généralement, ils quittent complètement le territoire. Et ça, c'est un vrai drame parce que si on fait tout ça, c'est vraiment pour fixer des gens ici. Il n'y a pas de problème d'emploi, on a cette chance-là. Je veux dire, même si en France, ça s'améliore, il y a du travail pour tous et pour tout le monde ici, hein. Quand je vous dis qu'il y a 4000 à 4500 saisonniers qui viennent chaque année à Val d'Isère, on a envie plutôt que ça dure, hein, mais on voit bien qu'il faut se réinventer, qu'il faut, alors c'est un terme que j'aime pas bien, même si je l'emploie à mon corps défendant, développer notre saison d'été. Ce qu'on fait, alors on nous dit, ouais, mais la saison d'été, on va développer autour d'une route, le col de l'Isran, il passe dans le parc de la Vanoise, les gens roulent. Eh bien, les activités, on a des schémas directeurs, qui a un travail incroyable, qui fait que la communauté de communes et la PTV pour améliorer tout ce qui est autour du vélo en été. Voilà, mais c'est pas comme quelqu'un l'a dit, c'est pas blanc ou noir. Moi, je regarde la trajectoire. C'est valable. J'ai vu à un moment donné que Madame Vallée, avec qui je travaille au niveau de la PTV, était connectée. Alors, c'est peut-être elle qui est dans le train, Joanne. Mais voilà, et tous les jours au niveau du SCOT, moi, quand je rencontre alors le SCOT, c'est vraiment un regroupement, je vous dis, d'une trentaine de communes. Alors, elle comporte beaucoup de stations, mais aussi des
des communes comme Bourg-Saint-Maurice, comme Hem, comme Beauzelle, comme Moutier, pour essayer de voir ce qu'on fait ensemble. On est dépendant, extrêmement dépendant du tourisme. Donc, on a fait une grosse étude sur les zones d'activité économique, quel genre de pépites on pourrait attirer qui soient en dehors du tourisme, quel territoire ou quelle surface on réserve. Avec la loi qui s'impose à nous, comme partout dans le pays, que la loi ZAN, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête complètement de se construire du tourisme? Est-ce qu'on privilégie seulement les habitants permanents? C'est tout ça qui nous anime au quotidien. Et on peut se permettre ce genre de questions parce que oui, il y a une activité économique qui est encore soutenue. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut réfléchir maintenant pour la suite. Mais en même temps, je le dis, on va pas démonter les pylônes de remontée mécanique parce que c'est pas vrai. Elles vont nous servir aussi en été. Elles vont nous servir à de la mobilité pour accéder au col de l'Isran et pour visiter les territoires. Elles servent pour le VTT, elles servent pour un certain nombre de choses. Mais on est plutôt dans le remplacement, l'amélioration, la sécurisation, qu'il n'y a plus de développement de domaines skiables, c'est clair. Les domaines skiables, ils ont plutôt tendance à se rétrécir. Et voilà vers quoi on va. Hein. Mais je dis une fois de plus, c'est la trajectoire parce que on a plutôt envie, malgré tout, que ça continue un certain temps. On ne va pas s'arrêter d'un coup. Mais moi, dans le cadre d'échanges avec l'Association des maires de stations de montagne, oui, j'ai des collègues jurassiens, vosgiens, voire même des fois dans les Pyrénées ou les Côtes du Sud, où c'est plus compliqué que chez nous. Bah, on échange, on discute, et ils sont hyper, des fois, plus vertueux que nous, parce que la sanction, je dirais, elle est déjà tombée pour eux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Laurine. Merci. Non, non, mais si, en partie. Et j'aime bien l'idée de la trajectoire. Alors, moi, je ne pense pas que le sujet soit de démonter les remontées mécaniques, mais c'est plus d'entendre. Et en fait, je me dis qu'il risque d'y avoir aussi une bascule de leadership. En fait, aujourd'hui, les stations leaders, c'est les stations de Tarentaise, mais en tout cas, moi, une de mes, enfin, je sais pas si c'est une inquiétude ou pas, mais c'est qu'en fait, ça va devenir un peu les ovnis, il va en rester peut-être une petite dizaine qui sûrement seront plus préservés que les autres et d'un certain nombre de mutations, mais avec sûrement un marché qui va se transformer en masse pour des stations de moyenne altitude. Et en fait, je me dis, quel est l'avenir de ces stations-là dans une société en fait qui se sera transformée fondamentalement, y compris par rapport à l'image qu'elle a du ski. Et c'est pareil, hein, je veux pas du tout être l'oiseau de mauvais augure, c'est plutôt que c'est quelque chose qui m'inquiète et qui me questionne quand je vois qu'aujourd'hui des Grenoblois me disent, bah, en fait, moi, mes enfants aujourd'hui, le week-end, ils vont à l'escalade et au vélo parce qu'en fait, le ski, c'est plus du tout dans leurs préoccupations. Je me dis comment, et c'est pareil, je suis pas sûre qu'on puisse lutter contre ça, mais en fait, je me dis, voilà, dans une société où il y aura peut-être certains massifs où il y aura presque plus de ski, ou en tout cas des périodes très réduites, euh, comment est-ce que ça reste dans notre culture, en fait? Voir, du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour des stations comme Val d'Isère ou Tignes ou d'autres qui étaient un peu des fleurons ou des leaders et qui vont être juste des exceptions, quoi. Et voilà, Alors, je suis pas sûre que ça appelle de réponse, hein, je vous partage peut-être plus si, mes si, angoisses à moi. parce Euh, qu'on réfléchit beaucoup quand même. Vous savez, le jour où il n'y aura plus que 10 stations en France ou ailleurs pour faire du ski, il n'y aura plus d'industrie du ski. Donc, il n'y aura plus de fabricants de chaussures, il n'y aura plus de fabricants de ski, de fixation, de gants, de combinaisons, etc. Donc, du coup, l'idée, en tout cas que certains, qui pourrait traverser la tête de certains, de dire, bah, finalement, ça va être bien, mais non, ça sera arrêté bien avant. Et après, bah, je comprends, quand vous parlez de vos amis grenoblois, en ce moment, à Val d'Isère, il y a une compétition. Alors, encore une fois de plus, qui s'appelle la SCARA. C'est une compétition de jeunes, U14, U16. J'ai 37 nations qui sont ici. Alors, c'est pas très durable, hein. Ils viennent de Slovénie, ils viennent de Croatie, ils viennent d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche. Et il y a un défilé des nations. Et moi, quand je vois ces enfants, alors ils sont plus de 1000 ici hein, présents, dont c'est leur passion, eh bien, peut-être que c'est accessible à un moins grand nombre, mais il y a encore des gens qui sont passionnés par ça et des gens des parents en l'occurrence, parce que ça fait venir des parents aussi, et on est très content que les parents viennent. Voilà, mais c'est une organisation incroyable, c'est complexe à faire avec tous ces gamins qui sont là. Il faut trouver des logements qui ne soient pas trop chers, parce que c'est vrai que l'hébergement est à des prix très coûteux ici. Mais voilà, il ne faut pas voir tout noir et tout. Mais par contre, on les sensibilise là-dessus, et les gamins, comme les athlètes internationaux, ils ont pris des positions qui sont très claires, et je trouve ça super, ça va dans le bon sens. Voilà, mais non, non, je ne parle pas de démonter de pylônes, etc. Mais ça se fait, j'insiste sur les trajectoires, ça se fait en douceur. Certains trouveront que ça ne va pas assez vite.
Mais je vous promets qu'au quotidien, il y a vraiment des gros efforts et qu'il n'y a pas de greenwashing. Je vous ai parlé d'argent tout à l'heure, mais sur tous nos projets, on essaye d'introduire cette dimension-là. Moi, j'ai une ancienne piscine qui est au pied de la face de Bellevarde. On a fait un concours d'architecture, ça a attiré plein de gens parce que Val d'Isère, c'est assez réputé. Donc, c'est un petit projet en termes de finances par rapport à des grandes choses qui pourraient être portées. Et quand j'ai reçu les cabinets, on en a retenu 3. Il se trouve qu'il y a 2 Norvégiens dedans et qui ont ce savoir-faire-là. Mais moi, j'ai insisté lourdement sur la manière dont le bâtiment allait être chauffé. C'est fini, je veux dire, on ne chauffe plus au gaz, on ne chauffe plus au fioul, on ne chauffe même pas au pellet, parce que le pellet, c'est bien, mais il faut faire venir du bois qui est très loin. Donc, je dis, bah, bosser à bloc sur la géothermie. Ça tombe bien, parce qu'on nous demande aussi à la tête de l'État de voir comment on peut développer et accélérer le développement des énergies renouvelables, y compris dans nos massifs. Voilà, on est plutôt pointu sur la production hydroélectrique, mais ça va, on est saturé, il y a plein de rivières qui sont en stress hydrique, donc il faut qu'on fasse des choses différentes, et ça oblige à réfléchir. C'est vraiment concret, quoi. Voilà, alors l'idée, j'ai entendu parler du greenwashing ou du ski bashing, on l'évitera jamais. On l'évitera jamais, mais voilà, on a cette prise de conscience au quotidien. Et l'éléphant, pour reprendre le truc, bah, moi, j'ai pas l'éléphant sur mon bureau, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai le label Flocon Vert qui est posé et j'en ai pas d'autre. Et donc, bah, si j'oublie, des fois de temps en temps, bah, ça me le rappelle régulièrement. Merci. Merci Laureline, merci Monsieur le maire. J'ai pas eu le temps de voir si Colline, tu étais intervenu dans cette discussion ou si tu le souhaites. Et si Trévis, tu lèves la main en tant que questionneur candide ou en tant qu'animateur des discussions dans le chat. En tant que questionneur qui va prolonger une question qui a été posée dans le chat. Alors à ce moment-là, tu as le droit de la poser avant qu'on reparte directement dans les questions non répondues du chat. Vas-y, à toi Trévis. Ma question va être en prolongement, et j'ai vu un début de réponse, mais ça va être en prolongement de la remarque de Gauthier tout à l'heure, si j'ai bien lu. La question, en fait, elle est sur les potentielles sanctions ou rétrogradation, euh, rétrogradage de territoire. J'allais dire de station, j'allais tomber dans le piège. Mais de territoire flocon vert. Tout à l'heure, la question qui a été posée, justement, c'est est-ce qu'il y a un protocole qui est réfléchi, en fait, pour retirer le label? J'ai vu que une partie de la réponse a été répondue avec le fait que tous les 3 ans, donc ça peut potentiellement ne pas être renouvelé. Mais pour prolonger un peu les échanges dans cette direction, j'aurais envie de questionner le fait de est-ce que c'est assez? Euh, Est-ce que si je fais une analogie avec le sport, est-ce que c'est réfléchi en interne chez Mountain Riders, qui est un système de carton rouge en fait avant les 3 ans, au cas où en fait un territoire mette vraiment des choses en place qui sont totalement incompatibles avec le flocon vert. Euh, je ne vais pas pointer forcément certains territoires. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions dans le chat qui mentionnaient des choses précises, mais par exemple, nous, on fait un focus mobilité, on a pu voir NP, un groupement de stations, mettre en avant et offrir des packages de ski pour récompenser, entre guillemets, les personnes qui viennent en avion. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont réfléchies en interne? J'ai vu aussi que le cahier des charges était réfléchi tous les 5 ans. J'imagine que c'est évidemment beaucoup de travail, mais si je voulais être tatillon, et je le suis un peu, on peut se poser la question de la vitesse où les choses avancent. Est-ce que 5 ans, c'est suffisant? Voilà, est-ce que justement, ça fait partie des limites actuelles que vous visez en interne et vous essayez de vous activer pour y répondre? Voilà, ça fait pas mal de petites questions en une, mais ça fait Ouais, le tour. mais j'ai à peu près l'ensemble en tête. Merci. Alors, soit je te soupçonnerais de nous espionner, ou bien peut-être de travailler chez Mountain Riders, mais c'est très marrant que tu parles de cette notion de carton rouge, parce qu'on vient justement avec l'équipe de développer un peu un process que nous on appelle flocon rouge, qui est justement pour, dans le cas où il y ait sur un territoire quelque chose qui paraît choquant, il peut y avoir différentes manières, il y a différentes réponses. En fait, la réponse à un flocon rouge n'est pas c'est terrible, on enlève le flocon.
mais c'est se questionner, bah, OK, on voit ça sur un territoire selon ce qui arrive, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que déjà on en discute avec le territoire? Parce qu'en fait, nous, on travaille, les territoires, c'est nos partenaires avant d'être des clients ou avant d'être on n'est pas là pour les juger, mais pour les accompagner, donc à essayer d'aller comprendre ça. Et puis après, on a le comité de labellisation qui est au final ceux qui ont un peu autorité d'une certaine manière sur ce flocon vert, qui ont aussi leur mot à dire sur bah, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation ou dans telle autre. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui est en réflexion et un process a effectivement été développé pour ça. Donc faut arrêter d'aller regarder chez les autres. Tu as l'air d'être bien trop au courant de ce qui se passe en interne. Et sinon, effectivement, donc merci d'avoir précisé le cahier des charges, il est revisité tous les 5 ans. Aujourd'hui, en fait, je pourrais pas dire bah ça va toujours être comme ça parce que c'est ce qui convient, parce qu'au final, c'est ce qui a été mis en place quand on a lancé le label il y a 10 ans, sauf qu'au final, la réalité, c'est que les enjeux bougent énormément. Et c'est pour ça qu'on fait bouger le cahier des charges, mais peut-être qu'on va se rendre compte à un moment que bah, 5 ans, c'est trop long. Et il faut se dire que nous, un point important qu'on conserve tous au quotidien, c'est l'humilité, de se dire qu'en fait, au quotidien, on travaille sur des enjeux qui sont, qui sont en même temps immenses et pas toujours palpables. Et du coup, de se dire que bah, y a des choses qu'on fait aujourd'hui, qu'on questionne, on questionne constamment l'accompagnement, on l'améliore, on le modifie, on le fait évoluer. Et donc aujourd'hui, le cahier des charges, c'est tous les 5 ans. Donc le prochain sera en 2027, mais peut-être que celui d'après sera en 2030. On décidera en temps voulu. Et sur le fait que qu'il soit renouvelé tous les 3 ans, donc il y a donc ce système de vérification un peu petit à petit. Et puis aussi, on a, donc comme disait Monsieur le maire au tout début, un temps d'audit intermédiaire au bout d'1 an et demi, ce qui permet de voir aussi s'il y a des choses qui nous choquent. Ça nous permet d'en discuter directement avec le territoire et de pouvoir comprendre pourquoi et de pouvoir leur proposer des solutions d'amélioration et de modification. Et c'est ça qui est important, en fait. On n'est pas là pour, comme dit tout à l'heure, genre on l'enlève, on n'est pas là pour être le couperet, on est là pour accompagner le territoire qui, s'il y a une dérive, se dire, bah attendez, là, il y a un truc qui correspond pas à votre démarche de transition. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour sortir de cette action-là? Est-ce qu'il y avait une autre question cachée que j'ai oubliée? Ça fait le tour. Merci. Ok, top. Merci à toi. Et du Merci. coup, d'ailleurs, donc je complétais la longue réponse qu'a fait Lucie dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller voir page 6, alinéa 4, la réponse de Lucie Mountain Riders à la question de Gauthier. Et du coup, je ne suis pas revenue sur cette réponse-là. Merci Colline, merci Trévis. Marion, avant de te donner la parole, je vais faire un petit tour dans le chat et poser une question, simplement pour mentionner que, étant donné qu'on a un climat dans cette discussion ce soir qui, je pense, est tout à fait propice à être en mesure d'entendre les choses de tous les bords, on se permet de mentionner quand même que le message était aussi porté par la question de Bruno qui mentionnait par exemple la destination de Tignes et le sujet des clubs med sur lequel on pourrait revenir parce qu'il y a aussi une question de temporalité qui est intéressante en termes de démocratie, de temps où sont prises les décisions, d'avoir des équipes municipales qui doivent assumer les projets d'autres équipes précédentes, etc. Donc peut-être que vous voudrez rebondir sur cette partie-là et compléter sa question puisqu'on n'a pas eu à le faire et peut-être nous emmener vers un côté biodiversité puisque Bruno posait la question de la pollution sonore, notamment avec certains procédés et certaines activités en montagne, comme par exemple la musique forte sur les terrasses à l'heure de l'apéro, euh, dans certaines grandes enseignes, qui peuvent avoir des impacts. Du coup, est-ce que tu veux compléter sur cette partie-là, Colline? Et peut-être, Monsieur Martin, ça peut être une question intéressante aussi, la continuité des projets face à la réalité du temps des élus et l'héritage de certains projets qui doivent être assumés par des équipes qui ne les ont pas portés à la base. Je trouvais que c'était un point intéressant à ramener et qui encourage aussi à la participation à la démocratie locale, en fait, au long cours, et pas simplement dans des périodes électorales. Colline, si tu veux rebondir sur cet aspect-là.
Oui, alors merci déjà sur ton début d'intervention. Tu as répondu en partie à la question. Effectivement, je cherchais un petit peu, c'était une question sur Tignes et sur le Club Med qui est à Tignes. Et effectivement, c'est important de prendre en considération donc, cette temporalité. C'est-à-dire qu'un projet qui sort aujourd'hui n'est pas forcément, c'est pas forcément, c'est même pas du tout un projet qui a été voté hier et qui a été signé hier. Donc, il y a des projets que les municipalités récupèrent et puis ils se retrouvent avec ça et ils ne peuvent pas les arrêter. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que face face soit à ce type de projet ou face à un projet où on se dit bah, c'est une construction, ça questionne quand même, on invite toujours les territoires d'abord à se questionner sur est-ce qu'on en a besoin, est-ce que c'est obligatoire, est-ce qu'il faut faire cette construction, est-ce qu'on ne peut pas renoncer en fait. Si le renoncement n'est pas possible, bah pourquoi? Se questionner sur pourquoi on ne peut pas renoncer. Et si vraiment, bah non, le renoncement n'est pas possible, se dire bah, comment est-ce qu'on peut bonifier ce projet? Ce projet qui est là dans les cartons, on est obligé de faire avec, bah, comment le bonifier pour limiter au maximum son impact? Et ça, c'est des marges, des marges de manœuvre qu'ont les territoires quand ils se retrouvent avec des projets qui étaient déjà dans les cartons et pour lesquels ils n'ont pas spécialement le choix. Et puis aussi, revenir sur un point que j'ai dit tout à l'heure, et ben peut-être, alors j'ai pas en tête le détail exact de l'analyse du territoire de Tignes, parce qu'il faut se dire qu'une analyse de territoire, ce que nous on appelle une analyse durable, c'est 70 à 80 pages au regard de tous les critères du cahier des charges, que fait le territoire. Et on a 27 territoires labellisés, plus 11 dans la démarche. Donc, je ne connais pas par cœur tous les territoires, mais je vous inviterai juste à vous questionner, bah, peut-être effectivement que Tignes n'est pas bon sur cette partie aménagement, j'en sais rien, mais peut-être qu'ils sont très bons ailleurs et que, en fait, pour avoir le label Flocon Vert, et Monsieur le maire le disait au début, faut pas être très bon partout. Il y a des endroits où il y a des critères et des thématiques sur lesquelles on est meilleur que d'autres, et c'est pas parce qu'un territoire va avoir une thématique sur laquelle il est moins avancé qu'il ne peut pas être labellisé flocon vert. C'est une histoire de calcul entre chacune des thématiques. Donc là, je dis peut-être que, parce que je ne connais pas le détail de Tignes, mais voilà, avoir en tête qu'ils n'ont peut-être pas eu le choix. La municipalité qui s'est engagée dans le flocon vert, bah, ce Club Med était déjà là, ou bien dans les tuyaux. Et potentiellement, si ça a été une décision, voilà, il y a plein d'autres choses qui fait qu'aujourd'hui, ils sont labellisés. Sur la deuxième question, sur la pollution sonore, aujourd'hui, on ne prend pas en compte la pollution sonore dans le cahier des charges, mais c'est effectivement un des aspects qui pourrait évoluer à l'avenir. On parle de l'impact sur la biodiversité, donc des activités du territoire. On va regarder l'impact aussi sur la biodiversité la considération de la biodiversité dans les activités, mais la pollution sonore en tant que telle n'est pas aujourd'hui regardée. Donc on invite les territoires à la nuance, mais on n'a pas assez part des indicateurs aujourd'hui. Je pourrais peut-être compléter, et je ne veux surtout pas parler pour Serge Orlial, mon voisin, mais quand je vous parlais de trajectoire, effectivement, moi, depuis 4 ans, je ne fais que ça, c'est gérer des dossiers, des permis, des projets qui ont été initiés avant le début de cette mandature et des fois vraiment bien en avant. Il y a cette politique du Club Méditerranée qui est installée à Val d'Isère aussi. Alors, je ne veux pas trop la ramener, mais nous, le Club Med, il s'est restructuré, il a diminué le nombre de lits. Et c'est vrai qu'on est passé d'un peu plus de 500 à 450 lits. Donc c'est plus petit, c'est plus intégré, mais c'est plus cher aussi, hein, parce qu'ils ont leur équilibre. Mais c'est vrai que les 3 Club Med qui ont été construits sur le territoire de la communauté de communes de Haute-Parenthèse, je les ai cités tout à l'heure, mais à La Rosière, aux Arcs et à Tignes, ouais, c'est des gros paquebots, hein, ça fait 1100 personnes. Avec les salariés, ça fait 1500 personnes, c'est la population de Val d'Isère. Voilà, c'est un peu des traces de ce qu'il faut plus faire. Et au niveau du SCOT, on accompagne la commune de Tignes qui révise son PLU et qui est hyper vertueux. Alors on pourrait dire, ouais, mais ils ont déjà tant fait. Ils ont l'intention de changer radicalement de trajectoire pour le coup, de ne plus produire le lit touristique,
Alors moi, en tant que voisin, je trouve ça super bien parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup de lits touristiques à Tignes. C'est vertueux ce qu'ils font au niveau du PLU. C'est long de changer le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Hein. C'est long de donner des directives. Ils ont, comme nous, besoin d'avoir des habitants. Ils n'ont plus besoin de lits touristiques supplémentaires. En tout cas, les lits dont ils ont besoin, il faut que ce soit des lits chauds. Ce qu'on appelle lits chauds, c'est des lits où il y a du monde dedans, hein, en l'occurrence. Donc voilà. Et le Club Med, par contre, il est assez vertueux parce que les lits du Club Med, ils sont super chauds. Hein, c'est plein tout le temps, il y a du monde. Et ça répond à une demande, souvent de la clientèle étrangère, c'est vrai aussi. J'insiste, hein, c'est comme un paquebot, hein, une commune. C'est pas on arrête et on tourne à 90 degrés à droite. C'est pas vrai. Ceux qui vous diront ça, ils vous mentent. C'est long. Il faut convaincre. Voilà, on a des mandats qui sont en cours, hein, 6 ans, mais qui sont usants, fatigants, exigeants. Et après, c'est un espace incroyable. Hein. Nous, on est 19 conseils municipaux. Il faut qu'il y ait des gens qui s'appliquent. Il faut qu'il y ait des gens plus jeunes qui viennent communiquer. Nous, on avait 2 personnes qui avaient moins de 30 ans au début de mandat. Maintenant, ils ont la trentenaire. Ils poussent. Hein. Je peux vous dire un truc on se fait un peu secouer quand même. Donc, il faut de tout ça. Merci pour votre réponse, Marion. Avant de te donner la parole, encore des éléments de complexité, mais qui peuvent nous inviter à l'ambition, et des exemples de montrer comment le système qui accompagne ces démarches-là peut aussi être un frein ou être moteur pour des avancées plus rapides. Rappelons-nous des mobilisations pour Notre-Dame-des-Landes qui ont permis l'annulation de la construction d'un aéroport. Eh bien, le porteur de projet de la construction de l'aéroport va se voir indemnisé par l'État pour l'annulation d'un tel projet. Ça se chiffre en quelques millions d'euros, peut-être dizaines, je n'ai pas le chiffre exact, je ne l'ai plus en tête parce que j'ai voulu oublier cette information, tant elle me paraît contradictoire, mais on est dans ce schéma-là aussi. Et en effet, on peut, enfin, on va être transparent de notre côté chez Protector Winters. On pense que ces changements de trajectoire ou ces accélérations de trajectoire que vous avez mentionnées, Monsieur Martin, sont souhaitables, sont recommandables, mais elles viennent à des coûts qui ne sont pas uniquement en capacité d'être assumés par des municipalités de la taille de celle que vous mentionnez. On se rappelle que 1500 habitants en termes de foncier, en termes de taxes, en termes de financiers, ce n'est pas la même force qu'une région, ce n'est pas la même force qu'un État. Et pour faire face à ces grands groupes, on peut se poser la question de comment justement un outil tels que le label ou d'autres collectifs vont pouvoir amener une force de négociation qui sera plus forte, une force de soutien qui sera plus forte, puisque ces projets-là, avec l'arrêt qu'on peut souhaiter de notre côté, amènent des mécanismes financiers de dédommagement pour les porteurs de projets qui ne sont pas anodins et qui ne sont pas en capacité d'être assumés par une municipalité seule. Donc à nous de réfléchir comment on peut trouver ces choses-là. Et je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur Martin, à la fin de votre intervention, en rappelant à toutes et tous autour de la salle que les conseils municipaux sont des structures ouvertes. Si vous n'y êtes pas élu, les réunions du conseil municipal sont normalement ouvertes et vous invite à venir prendre la parole, à poser vos questions, à y prendre part. Et de ce qu'on a pu, nous, apprendre au contact des élus, c'est toujours plus facile de gérer les demandes en amont des projets que de devoir les gérer après. Et il y a bien des améliorations apportées au niveau de la façon dont les consultations publiques sont menées, mais à l'heure actuelle, il y a des espaces dans lesquels vous pouvez trouver le temps de vous exprimer tout en rappelant qu'on sait bien que la vie, elle n'est pas facile entre le travail, les enfants, les familles, toutes ces choses-là. Trouver le temps d'aller au conseil municipal, c'est pas forcément toujours facile et on essaye de faciliter ces choses-là avec les associations. Colline, je t'ai vu ouvrir ton micro peut-être pour un complément et ensuite on s'en va vers Marion qui a patiemment attendu de pouvoir poser sa question. Merci à toi, Marion. Effectivement, juste pour compléter, je vous invite à aller voir, comme je disais au début, on a tout un processus d'accompagnement collectif où on fait notamment des webinaires où dans ces webinaires, on explique à chaque fois chacun des critères du cahier des charges. Et on a eu en janvier un webinaire sur le critère aménagement et ménagement où notamment comme intervenant, on avait le 3e adjoint chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à Tignes, donc de Tignes. Et on avait aussi le directeur général des services techniques de Bourg-Saint-Maurice pour les intervenants territoires. Et comme on avait un expert aussi de l'agence alpine Agathe, qui est le consultant aménagement, tourisme et urbanisme, et du coup, il y avait plein d'informations autour de ces sujets qui sont passés dans ce webinaire. Du coup, on vous mettra le lien du YouTube, parce que donc on a sur la chaîne YouTube de Mountain Riders tous les webinaires, mais on vous mettra le lien de celui-là spécifiquement. Et comme ça, après, de vidéo en vidéo, vous pourrez voir tous les webinaires qu'on verra. Je laisse enfin la parole à Marion.
J'ai plus rien à dire finalement. Non, c'est pas vrai. Euh, j'avais- Ça fait un petit moment que je voulais poser ma question. Je sais pas, en fait, c'est pas une question, mais je vais faire une réflexion avant. Je voulais répondre à Solène, qui très 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 haut dans le chat avait demandé si le label Flocon Vert était similaire, la démarche était similaire à celle de la CEC et la CEC, Convention des entreprises pour le climat. Et comme le parcours Alpes et Bassin Lyonnais commence, le parcours 2024 commence la semaine prochaine, je me suis dit que, et comme je suis chargée de l'organisation des événements et des sessions, je me suis dit que je pouvais peut-être vous faire un petit mot de comparaison. Et avant ça, je te rejoins Antoine, et vous dire à quel point j'apprécie la qualité des échanges et la sincérité et la bienveillance en fait dans ces échanges. Euh, Parce qu'en fait, pour ma part, j'ai plutôt tendance à aimer être dans le militantisme et à être dans les opposantes quand il faut s'opposer. Et en même temps, je trouve ça hyper important de remercier et de mettre un point positif et de noter toutes les démarches qui sont celles que vous faites, autant Monsieur Martin que Mountain Riders ou même Pau, parce que ce sont des petites avancées et ça prend du temps. Et à la CEC, c'est pareil. Puisque en fait la démarche de la CEC n'est pas exactement la même que celle du label Flocon Vert, puisque déjà on ne labellise pas. C'est plutôt un engagement. La CEC s'adresse au DG, à un binôme en fait de directeur-directrice générale d'entreprise, et ils embarquent avec eux une Planet Champion, qui sont souvent les directeurs RSE ou RH, bien souvent. Et l'idée, c'est de passer de l'économie business as usual à une économie régénérative. Et en ça, Colline, si j'ai bien compris, vous vous accompagnez, donc vous donnez de l'information, mais c'est surtout, vous faites faire des démarches et vous faites questionner par l'intelligence collective. Euh, et à la CEC, il y a un mot similaire, c'est l'engagement, en fait, pour Mountain Riders et les territoires qui veulent être labellisés et les entreprises, les DG qui engagent leurs entreprises dans la CEC. C'est vraiment l'engagement de recevoir de l'information sur 10 jours en une année. Et ils reçoivent de l'information, on les fait parcourir tout un parcours en U, c'est-à-dire que c'est vraiment une information sur ce qui se passe, sur la réalité des faits, et on parle vraiment des limites planétaires. On parle vraiment, et là je sens que je suis trop longue, pardon, c'est tellement complexe. Et en fait, voilà, en permettant en fait à ces personnes de faire ce parcours-là. Ensuite, avec l'intelligence collective, et c'est le deuxième point commun avec le Flocon Vert, c'est de leur permettre de savoir comment engager la coopération territoriale, comment engager leurs collaborateurs et changer de business, et changer de modèle économique. Et là, c'était Johan, je crois, tout à l'heure qui en parlait. Et voilà. Merci Solène. J'espère que j'ai été un peu claire. Et je vous mets justement dans le chat une présentation de la CEC Alpes. Et pour info, en fait, cette année, dans le parcours 2024, on a la Compagnie des Alpes qui s'engage. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a le Valmontjoie. Les Trois-Vallées ont fait le parcours de l'année dernière. Champs-Roux a fait le parcours de l'année dernière. Et on a également la société Nine Mountains qui développe le projet sur Villard-de-Lans, qui est assez controversé et leur engagement est assez intéressant. Il a aussi été controversé dans l'équipe et on a fait le choix de les accueillir parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est justement en permettant de faire ce parcours-là que ça permet d'avancer petit à petit, même si on n'a pas beaucoup de temps. Et je me tais. Merci à vous. Ouais, j'allais juste rebondir. Merci beaucoup, Marion, pour toute cette explication. Et tu pouvais répondre bien mieux que moi sur le lien, donc aussi CEC Flocon Vert.
Et là, dans la fin de ta réponse, ça fait un lien de plus entre MR et la CEC, c'est que l'idée de travailler avec tous est hyper importante parce que c'est comme ça en fait qu'on va faire bouger les choses. C'est en travaillant avec un maximum de personnes et notamment celles qui sont un peu loin, parfois des valeurs que, enfin, il peut y avoir des gens qui sont loin des valeurs qu'on défend. Quand on travaille avec un territoire, il y a plein de personnes différentes sur un même territoire. Et c'est important d'avoir en tête que quand on accompagne un territoire, c'est pas une personne. Et des fois, si on va, je sais pas, on va entendre une personne du territoire qui partage des informations qui sont pas en lien et qui sont un peu en dissonance avec l'engagement du territoire dans le flocon vert. Et ben, c'est pas parce que cette personne a dit ça que ça signifie que tout le territoire est en dissonance avec son engagement. Et voilà, c'était juste pour compléter. Et merci beaucoup pour ton témoignage. Marion, des interventions trop longues comme ça, on les prend quand tu veux, donc n'hésite surtout pas et merci de partager ça. Donc il y a toutes les ressources. Je vais faire un point horaire, puis je suis le gardien du temps ce soir et il est 20h05. Le timing général qu'on se donne est jusqu'à 20h30. Je vois Monsieur Martin faire une moue qui explique, je pense, un message assez proche qui nous dira que vous allez devoir nous quitter. Donc Oui, peut-être que je vous laisse une fenêtre pour nous dire au revoir à toutes et tous et peut-être un dernier mot sur ce temps-là. exactement. D'abord, pour vous dire que j'ai bien apprécié, et que je suis dans mon bureau à la mairie, que mon épouse m'attend devant la mairie parce qu'on va dîner chez des potes à 20h, on est un petit peu en retard, mais on va se déplacer à pied pour y aller, on va arriver à l'heure. Moi, ça m'a fait plaisir d'échanger. Et je tiens à souligner et à remercier la remarque de Marion. Alors, au niveau du scotch, je le fais souvent, mais les échanges, ils sont intéressants quand ils sont constructifs, bienveillants pour trouver des solutions. Donc, moi, je suis, quand vous voulez, je suis preneur, mais néanmoins, il va falloir que j'y aille. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de réunion et de chat. Je m'en suis pas très mal sorti, franchement. Du haut de mes cheveux grisonnants, active le son, lève le son, etc. C'était pas si mal. Merci à toutes et à tous, et puis à bientôt. Merci à vous beaucoup à et vous toutes pour nos vos Merci excuses à vos compliments. amis qui nous attendent, qui vous Au attendent. revoir, merci. Merci et bonne soirée. Au revoir. Euh, On va pouvoir donc dire maintenant n'importe quoi sur Val d'Isère. Non. Voilà. Pauline, je crois qu'il y a encore quelqu'un de l'équipe, hein, me semble-t-il, qui est peut-être encore là. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, les questions, les mails de mairie, les mails d'office de tourisme sont ouverts. On vous encourage encore toujours et à profusion de contacter les gens à mesure que vous voulez poser des questions. Sur Ouais. ces Et dernières 20... Vas-y, Colline. j'allais juste dire, je ne sais pas si Pauline, du coup, de Val d'Isère, qui est notre référente flocon vert, est encore là, mais au cas où elle est encore là, je voulais la remercier très chaleureusement d'avoir fait passer notre demande à Monsieur le maire. Et c'est aussi c'est notre contact quotidien sur ce territoire. Et c'est un contact qui est vraiment précieux et elle fait bouger beaucoup de choses. Donc, au cas où elle est encore là, je la remercie. Et si elle n'est pas là, et ben, vous savez maintenant tous et toutes que Pauline sur Val d'Isère, c'est un contact précieux pour nous. Merci pour cette précision. Le chat m'indique qu'elle est partie à peu près en même temps que Monsieur Martin. C'est le patron, alors l'équipe quitte le navire avec le Exactement. petit clin d'œil de mutinerie. Mais moi, je vais me permettre une question. J'ai été animateur, j'ai mis ma curiosité sur le côté jusqu'ici. Je vais me permettre de la reposer et ça tombe bien parce que Lucie a répondu à cette question au même moment. Revenir sur un point qui a été mentionné plus tôt et ça permettra d'aborder la question aussi et de vous encourager d'aller voir la réponse de Lucie. Tu as mentionné deux choses, Colline, quand tu commençais ta présentation, concernant la notation, la gradation déjà, de 1 à 3, qui permettait de refléter différents niveaux d'engagement et des parcours. Et, et donc, je trouve que la question euh, que Solène pose sur en fait la capacité à peut-être mieux identifier à quel niveau on se trouve pour le public est super intéressante. Et donc, peut-être tu pourras rebondir dessus de vive voix, Lucie, si tu le souhaites, qui fait écho à une idée et quelque chose qui est intéressant aussi. Par exemple, sur le label B Corp, où il y a une note affichée et les gens affichent leur note et ça permet aussi de se grader dans certains niveaux. Donc, ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous avez mentionné. Et tu as mentionné aussi le fait qu'il n'y avait pas encore de niveau 3, de ceinture noire, de ceinture noire du flocon vert, si on peut dire ça comme ça. Et je serais curieux de vous entendre, vous, sur
En fait, déjà, qu'est-ce qui empêche d'avoir du niveau 3 en termes, parce qu'on parle d'exemplarité, et Tecta Winters, la question de l'exemplarité, elle rentre en conflit avec l'idée que le système ne te permet pas d'être exemplaire. En fait, c'est difficile d'être exemplaire dans un système qui est défaillant. Donc, il y a cette question-là, mais en fait, voilà, quel est selon toi, quel est selon vous le facteur qui fait que, en fait, le constat que vous n'avez pas de niveau 3 ne sera plus vrai dans 3 ans, dans 5 ans? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a aussi une limite à ce niveau-là? Voilà, ça, je pense que ça recouvrira pas mal de questions, tu vois, sur le faire perdre des flocons et tous ces trucs-là. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, ouais, ce passage au niveau 3. On voudrait, comment on fait pour qu'il y ait que des niveaux 3? Je veux bien effectivement en profiter pour répondre de vive voix et apporter des éléments complémentaires à ceux que j'ai mis dans le chat, en lien aussi avec les questions supplémentaires que tu poses, Antoine. Je pense que le fait qu'il n'y ait aujourd'hui pas de niveau 3, c'est lié à certainement plein de facteurs, et tu les soulignais et tu les as cités en plus dans ta question, en disant qu'on ne peut pas être exemplaire dans un système qui lui-même ne permet pas l'exemplarité. Il y a ce sujet-là qui fait que les territoires, ils ont beau être engagés du mieux qu'ils le peuvent, à un moment donné, ils vont se retrouver heurtés à des choses qui ne dépendent pas que d'eux. Et le sujet de la mobilité, il est au cœur de vos actions chez Pau, il est au cœur de beaucoup de sujets sur la décarbonation des territoires de montagne. Et on le voit, par exemple, je trouve qu'il est hyper révélateur de ces blocages et du moment où on finit par atteindre des limites, en fait, parce que le sujet de la mobilité, il n'est pas aux mains des communes, il n'est pas non plus aux mains des Comcom, il est à une échelle qui est beaucoup plus globale, qui est beaucoup plus systémique, et qui fait que, même avec toute la bonne volonté du monde, les territoires actuellement ne peuvent pas être exemplaires sur cette question-là. Et il y a un autre facteur qui est, je pense, celui du temps. Les territoires qui sont actuellement de flocons sont en grande majorité des territoires qui sont à leur 2e ou à leur 3e cycle d'accompagnement flocon vert. Donc, on peut faire un petit parallèle en se disant qu'en fait, c'est les territoires qui ont certainement soit pris conscience, soit pris en main, soit engagé un changement, une stratégie de transition, une démarche d'amélioration continue un peu plus tôt que les autres, puisqu'ils s'engagent dans le flocon vert un peu plus tôt que les autres. Et c'est ces territoires-là qui actuellement montrent le meilleur niveau d'engagement par rapport aux autres. Et je pense que le facteur temps est aussi central dans cette évolution-là. Et voilà pour les petits éléments que je voulais rajouter en plus de ceux que j'ai passés à l'écrit, où j'expliquais que actuellement on ne donne pas les notes des territoires, parce que déjà un territoire flocon vert n'a pas une note, il en a à minima 4, une note sur chacune des familles de critères, une note sur la gouvernance, une note sur la gestion des ressources, une note sur l'économie locale, une note sur les dynamiques sociales. Et déjà là, on commence un peu à perdre du monde. Donc, si en plus je rajoute des détails et je mets des notes sur les 20 critères et des notes sur les 70 indicateurs, je pense qu'on perd tout le monde. Et en fait, on est actuellement en train de refondre et de refaire le site internet Flocon Vert pour rendre pour le coup plus visible chacun des niveaux d'engagement de tous les territoires qu'on accompagne sur tous ces critères, mais surtout en donnant des exemples concrets, des actions que les territoires ont mis en œuvre pour s'être améliorés, et des actions que les territoires n'ont pas encore mis en œuvre et qu'on leur suggère de faire pour aller plus loin et pour continuer à avancer dans la transition. Ouais, je ne sais pas si, Colline, tu avais un peu des éléments à rajouter par rapport à ce que j'ai dit. Je te laisse prendre le micro. Bah, tu m'as volé ce que je voulais dire. Ah. Mais oui, non, effectivement, en fait, là, nous, ce qu'on voit dans la note, déjà, l'affichage de 1, 2, 3 flocons, c'est quelque chose de nouveau. Jusque-là, nous, c'était quelque chose qu'on gardait en interne dans le but, justement, d'accompagner les territoires, mais qu'on ne communiquait pas spécialement, parce que notre but premier était avant tout l'accompagnement plutôt que la communication. Et maintenant, on active aussi cette communication. Donc, on commence à afficher ces niveaux, et c'est déjà pas toujours simple de demander, de faire afficher ces niveaux par les territoires. Donc là, on est déjà dans un travail pour que ça se soit fait. Comme disait Lucie, on est en train de repenser le site internet pour qu'il y ait plus de visibilité sur l'avancée sur les 4 thématiques. Mais la notion de notes vraiment et de chiffres, c'est pas spécialement nous ce qui nous importe et ce qui nous porte. Je ne sais pas si qu'une personne sache que Val d'Isère est 3 sur les ressources ou 56 et pas 59 apporte plus. Nous, c'est vraiment plus mettre en avant globalement leur avancée sans avoir besoin de rentrer dans les détails.
Super, merci. Que le temps file. 15 minutes, il nous reste, et les 2 personnes qui ont levé leurs mains sont notoirement connues pour poser des questions courtes. Alban, c'est à Moi, toi. moi, je prends le pari qu'Alban, il va faire court cette fois. Je vais essayer de faire court. Non, c'était plus pour splitter chacun, parce que je pense que les réponses, je les ai à peu près, moi. Pour passer sur du un peu plus concret, et là, la question, elle est pour l'équipe de MR. Est-ce qu'on pourrait prendre, par exemple, Chamonix-Mont-Blanc? À ma connaissance, ils ont un niveau 2 vis-à-vis du flocon, et pour autant, c'est un domaine qui, alors je me souviens plus exactement quand c'était, mais il y a 3 ou 4 ans, se demandait s'ils ne sortaient pas du flocon vert, parce qu'ils avaient une certaine avance sur les critères que vous aviez à ce moment-là. Or, actuellement, ils ne sont pas encore au niveau 3. Et est-ce qu'on pourrait faire une micro-étude de cas pour dire qu'est-ce qui manque, par exemple, au domaine de Chamonix-Mont-Blanc pour qu'ils aient un critère 3? Et après, là, il y a une question qui est perso, c'est est-ce que vous avez des pistes pour après le niveau 3? C'est-à-dire pour que ce soit encore plus vertueux, genre le démantèlement. Ça, c'est pour titiller. Alors, moi, je ferai une première partie de réponse. Donc, effectivement, Chamonix-Mont-Blanc s'était demandé s'ils n'allaient pas sortir du label, parce que jusque-là, donc, ils étaient labellisés sur le cahier des charges 2017. Et le cahier des charges 2017, quelques années après, était plus suffisamment ambitieux au regard des enjeux. Et donc, Chamonix-Mont-Blanc allait au-delà. Donc, ils n'avaient pas d'intérêt à y rester. Et quand le cahier des charges 2022 a été développé, ils se sont rendus compte que, en fait, il y avait vraiment de la matière. Et donc, ils ont été réévalués sur ce cahier des charges. Et ce cahier des charges a donc estimé qu'il n'était qu'à 2 flocons et pas à 3. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne connais pas en détail tout ce qu'il y a dans chacun des territoires. En connaissant la question avant, j'aurais pu étudier un peu, mais là, je t'avoue que dans l'instant, et sachant que, vu que là, en gros, Chamonix-Mont-Blanc, ils vont passer en audit intermédiaire dans les mois qui arrivent, ça veut dire qu'ils ont été labellisés il y a 1 an et demi. Ça veut dire que leur analyse durable et l'analyse de leur territoire date d'il y a 2 ans, allez, on va dire un petit peu plus de 2 ans, et qu'il y a un audit qui a été fait juste avant leur labellisation. Donc, c'est un espace-temps qui est hyper long pour aujourd'hui pouvoir répondre à une question précise sur qu'est-ce qui leur manque, eux, pour atteindre ce 3e niveau. Je ne sais pas si, Lucie, toi, tu as une connaissance Non, pas du tout. En revanche, je trouve que c'est super intéressant de se dire qu'on peut se pencher sur le cas de Cham ou le cas de, je pense aussi aux Arcs. J'étais chez eux hier et ils nous faisaient état de tout ce qu'ils avaient fait ces 3 dernières années, parce qu'on va passer au renouvellement des Arcs. Là, cette année, ils sont censés renouveler leur flocon vert. Donc, je faisais le diagnostic avec eux hier, ou du moins, je collectais les données pour après réaliser le diagnostic. Et ça me posait question, en toute transparence, ça me posait question et je me disais, ça, c'est les territoires qui sont aujourd'hui pour moi, c'est les 2 territoires qui sont aujourd'hui les plus avancés dans ceux qu'on accompagne. Et je pense que c'est des territoires qui vont aussi peut-être nous mettre au challenge, nous. C'est des territoires qui vont nous faire dire OK, il faut qu'on aille chercher en fait de l'expertise encore plus loin, il faut qu'on aille développer les sujets encore plus forts, et il faut que, en fait, nous, on ne cesse de monter en expertise pour continuer à challenger les territoires. Après, on ne peut pas être spécialiste de tous les sujets, et on s'entoure aussi d'un bon panel d'experts qui nous aident à construire le cahier des charges flocon vert. Et je pense que c'est une 50aine d'experts de tous milieux confondus qui aident à construire le cahier des charges flocon vert. Et je pense que c'est aussi sur eux qu'on va pouvoir s'appuyer pour continuer à mettre au défi les territoires, pour renouveler le cahier des charges flocon vert, peut-être pas tous les 5 ans, mais peut-être tous les 2 ans, un de ces 4, quand tout le monde sera hyper engagé dans la transition et qu'on sera mis au défi quotidiennement. Je pense que ce n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, ouais, sachez qu'on s'entoure effectivement de tout un panel d'experts pour continuer à chercher des solutions, à proposer de nouvelles pistes d'amélioration, à challenger les territoires, à détecter les potentielles failles dans le système actuel pour essayer de les modifier et d'accentuer la résilience des territoires de montagne. Et pour la petite question perso, est-ce qu'il y a un boss suprême après le boss du 3e flocon? Faut se dire qu'aujourd'hui, les territoires qui sont labellisés, donc 1 et 2 flocons, c'est sur le cahier des charges, donc 2022. Le prochain sera en 2027. Et avec le temps d'accompagnement, ça veut dire que les territoires qui vont commencer dans à peu près 1 an
leur labellisation seront renouvelés sur le cahier des charges 2027. Et donc, en fait, c'est ça le boss aussi. C'est qu'avec l'évolution du cahier des charges et les enjeux qui grandissent à chaque fois, et ben, le troisième flocon se retrouve aussi à chaque fois un petit peu plus difficile à atteindre puisque les enjeux ont évolué. Donc, il n'y a pas. C'est un peu ce truc de un territoire qui ne bouge pas. Ça ne peut pas fonctionner puisque comme l'évaluation, la réévaluation bouge à chaque fois, les territoires sont obligés de bouger et donc le boss final, c'est d'atteindre le troisième flocon en 2047. Voilà. Super, merci pour ces réponses. Avant que Trévis en pose une dernière question, je vais me permettre de faire un petit tour logistique. Vous vous rappelez déjà que la discussion prend place dans le cadre des conventions populaires, qui sont des initiatives qui ont lieu tous les premiers mercredis du mois, ou presque. Des fois, il y a des petits jeux des petits jeux d'agenda qui font que ça peut être un petit peu compliqué, mais vous pouvez retrouver ça sur tous nos réseaux, sur les réseaux des partenaires quand ils sont impliqués, etc., etc. Pourquoi je vous en parle maintenant? C'est pour vous annoncer le thème du prochain qui seront les élections européennes. Et on trouvait que la succession des deux était intéressante puisque une partie des choses qu'on peut voir est dans les limites qu'on a pu aborder. Et merci à vous, Colline, Lucie et toutes les parties prenantes d'avoir la capacité de vous ouvrir à ces limites-là. Peuvent et doivent être dépassées en fait par le contexte. Il faut se rappeler que aussi perfectible que soit un label, comme peut l'être le flocon au vert, ce sont des démarches vertueuses qui opèrent dans des conditions systémiques, dans des conditions nationales qui sont moins ambitieuses que ce que le label porte. Et une des façons de porter aussi tous ces labels, toutes ces initiatives et soutenir le travail d'acteurs comme nous et Mountain Riders, c'est de s'assurer que on a autour de nous des institutions, des gouvernements, des paliers institutionnels qui sont plus ambitieux qu'ils ne le sont déjà, parce que croyez-moi que le travail de Lucie et de Colline sera bien simplifié le jour où en fait c'est la loi qui dira qu'il faut faire comme le cahier des charges de Mountain Riders et plus loin, et pas simplement des gens qui se démènent tous les jours dans des associations à la sueur de leur front et de leur passion. Donc venez avec nous le mois prochain découvrir comment ce palier européen pourra être intéressant à activer si vous voulez continuer à pousser pour de l'ambition, si vous trouvez que les labels, et notamment Flocon Vert, ne vont pas assez loin, parce que c'est en créant un contexte, c'est en créant un système autour de nous qui est plus ambitieux qu'on arrivera à rendre en fait le travail des entités comme les nôtres plus simple et d'autres ailleurs, ou alors le travail d'autres entités qui sont plus délétères dans leur impact, beaucoup plus difficile, parce que c'est aussi dans ce cadre-là. Il y a une dernière question qui va être posée par Trévis, et spoiler, on se parle dans WhatsApp, moi je sais laquelle c'est, donc qui va faire écho à une des questions qu'il y aura là-dessus, on terminera les conversations. On fera un dernier petit tour de logistique, mais en tout cas, c'était aussi le temps pour nous de vous remercier de la qualité des échanges, de remercier de l'ouverture et de vous encourager à garder la ligne ouverte. Mountain Riders, vous avez des réseaux sociaux, vous avez des boîtes email, vous avez des boîtes email. A priori, vous répondez aux messages qui vous sont envoyés. Ne peut que encourager les gens qui sont là avec nous ce soir et qui verront le replay, qui auront tenu jusqu'au bout, jusqu'aux 2 heures de replay, de venir poser les questions. Spoiler, il y a un code promo à la fin. Non, c'est pas vrai. Mais Ça se tente. c'est ça, ça se tentait. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur nous pour créer des espaces de discussion sur ces sujets-là et sur bien d'autres. N'hésitez pas à venir nous les solliciter. Et comme je le rappelais, le prochain, c'est les élections européennes. Sur ce, Trévis, la question qui termine toutes les questions. Le problème, c'est que je pensais avoir une question, j'en ai deux, et je pensais avoir plus de temps, j'en ai moins. Donc, je vais essayer de poser 2 questions rapidement, et on va se dire qu'au pire, vous choisissez laquelle, à laquelle vous voulez répondre. La première, je voulais faire le relais d'une question qui a été posée dans le chat, qui était celle de Bastien. Est-ce qu'un événement comme les JO, ça peut devenir un atout ou au contraire un désavantage pour le travail du Flocon Vert? Et ma question à moi, c'était tout à l'heure, il y a eu la mention de boss final qui a été utilisée, et c'était le meilleur pont possible avec la question que je voulais poser. Nous, notre cheval de bataille chez Pau, c'est la mobilité. Si je devais poser ma question très rapidement, mais je vais essayer de détailler un peu plus. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'un territoire Flocon Vert il puisse avoir 3 étoiles dans un monde où il y a encore autant de clientèle qui vient en avion? Et parce que j'en ai parfaitement conscience, mais j'essaie d'anticiper que beaucoup de personnes se feront cette réflexion. Oui, la compétence est à la région. Oui, le Flocon Vert récompense le travail des territoires. Mais est-ce que justement,
conditionner l'obtention potentiellement de la meilleure note au fait de cocher cette case mobilité, quitte à ce qu'elle ne soit jamais cochée, bah, ça permettrait pas en fait d'arrêter de mettre sous le tapis ce qui est encore l'énorme éléphant dans le bilan carbone de toutes les stations, parce que pour rappel, plus de la moitié de l'empreinte d'une station, c'est le transport. Donc voilà. Je sais que c'est une question compliquée, mais est-ce que voilà, ça ne peut pas venir justement bah, encourager en fait tous les élus des territoires, etc., à plus pousser au niveau de la région, essayer de faire mieux et à ne pas, même si c'est pas forcément le cas, mais potentiellement à se dédouaner en se disant bah, c'est pas nous qui décidons, on peut rien faire. Voilà, je m'arrête là. Et ben moi, la réponse que ça m'inspire, c'est déjà, alors là, je viens sur la mobilité. Je pourrais venir après sur la partie JO. Spoiler, oui, ça va être compliqué. Du coup, sur la partie mobilité, effectivement, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas un critère plancher. Le choix de leur clientèle et comment est-ce que la clientèle vient. C'est quelque chose qu'on va questionner, mais c'est aujourd'hui pas un indicateur. Ça nous questionne d'ailleurs le fait qu'aujourd'hui, ça ne soit pas un indicateur. Il faut se dire que petit à petit, il y a des choses dont on se rend compte, à se dire, ah bah tiens, il manque ça dans le cahier des charges, ça serait pas mal d'avoir ça. Et ben on se les donne de côté et on sait que dans l'évolution qu'il y aura, et ben on prendra en compte toutes ces petites notes qu'on s'est mis de côté. Euh, sur zut, euh, j'en perds ma réflexion. J'avais commencé ma phrase en Les mobilités, la provenance de la clientèle, la notion du boss final. ouais, tout ça, tout ça. En tout cas, oui, non, le critère plancher. Voilà, c'est ça. Il t'a Ouais. manqué le critère plancher. Du coup, je prends l'exemple de la stratégie. En fait, une stratégie de territoire avance, donc c'était un indicateur, mais c'était un indicateur comme un autre. Depuis un peu plus d'un an, le comité de labellisation a décidé que la stratégie serait un critère plancher, c'est-à-dire qu'un territoire qui n'a pas la moitié des points sur le critère stratégie, à savoir qui n'a pas donc développé, enfin posé une vision, une stratégie, un plan d'action, ne peut pas être labellisé flocon vert. Donc il y a petit à petit des critères qui deviennent planchers et qui sont poussés par le comité de labellisation parce qu'on se rend compte que un territoire qui veut faire sa transition mais qui n'a pas de stratégie, ça n'a absolument pas de sens et ça va nulle part. Donc du coup, ce critère est devenu plancher. Donc il est possible à l'avenir que on se dise la mobilité, un territoire qui fait sa transition mais qui fait encore venir des gens en avion, c'est pas possible et donc du coup, ça deviendra un critère plancher. Après, la mobilité est hyper importante, le bilan carbone, c'est hyper important, mais il faut se dire que le label flocon vert, c'est pas uniquement de l'environnemental, et donc c'est pas uniquement du bilan carbone, parce que si on était un label purement environnemental, il n'y aurait même pas photo que la mobilité soit un critère plancher. Le fait que ce soit un label qui soit beaucoup plus holistique peut aussi questionner la mobilité en fait partie. D'ailleurs, c'est devenu un critère à part entière, chose qui à la base était questionnée dans un autre critère. Donc elle est en train de monter petit à petit. Mais pour moi, ça me paraissait important d'avoir en tête, parce qu'on voit souvent le côté purement environnemental, mais d'avoir en tête que derrière le label flocon vert, il n'y a pas uniquement l'environnemental et donc pas uniquement la mobilité. Est-ce que sur cette question, Lucie, tu voulais ajouter quelque chose ou est-ce que je passe au JO? Si j'ai répondu, si j'ai oublié de partir. Juste préciser que de manière générale, la mobilité, ça pèse pas que dans le bilan carbone. Et tu le disais, le flocon vert, c'est pas uniquement un label de gestion des ressources ou de protection de l'environnement. C'est plus large que ça. C'est la résilience des territoires de montagne et des gens qui vivent dessus. Et la mobilité, ça a aussi un fort enjeu pour les gens qui vivent dessus. C'est un énorme enjeu pour ça, l'amélioration de la fluidité, la diminution des ruptures de charge pour tous les gens qui vivent sur les territoires de montagne toute l'année et pas uniquement pour les visiteurs qui viennent ponctuellement. C'est un fort enjeu et donc c'est évidemment un sujet central dans le cahier des charges flocon vert et je pense que ça va devenir un sujet de plus en plus central au fur et à mesure qu'on reverra ce cahier des charges. Voilà, c'est tout. Tu peux enchaîner sur les JO si tu veux, fais-toi plaisir.
Du coup, donc ta question sur les JO, c'était est-ce que ça va être une opportunité ou une menace en gros pour le flocon vert, l'arrivée des JO? Ouais. Je dirais Joker. Non, en fait, alors réellement les JO vont amener un besoin de dialogue qui va être énorme parce qu'il va y avoir plein de gens qui sont pas d'accord avec ce qui est fait, plein de gens qui sont pas d'accord avec les choix. Et du coup, là où pour moi, alors je sais pas si c'est une opportunité pour le flocon vert, mais là où en tout cas le flocon vert peut être une aide pour les territoires, c'est que généralement quand on nous fait des retours sur ce qu'a apporté le flocon vert à un territoire, c'est la communication et la gouvernance partagée. C'est qu'on arrive sur les territoires où les différentes entités ne se parlent pas spécialement à la base, pas toujours, et la participation et l'écoute des acteurs du territoire n'est pas toujours au centre des politiques. Et nous, on arrive en posant cette condition. Donc ça, pour moi, ça peut être une aide. Dans tous les cas, ça va être un sujet compliqué parce que tout le monde ne sera jamais d'accord. Mais sans que ce soit une opportunité pour le flocon vert, pour moi, le flocon vert peut être une opportunité pour les territoires dans le cadre de l'accueil des JO. Et Tu si as on réussi à finit, répondre à 20h30. ouais, 30. Bien joué, franchement, bien joué. Franchement, bravo, mais ça sera un bravo qui va faire écho à toutes les personnes qui ont été présentes ce soir. Merci à vous de prendre du temps sur un mercredi soir pluvieux pour venir poser des questions, certes intéressantes, mais qui peuvent prendre du temps, de la nuance, de la complexité. Dans tous les cas, on sait vers quoi on veut tendre, on sait peut-être juste pas comment on veut y aller, et a priori, il y a plusieurs chemins qui peuvent être explorés. Et c'est ce à quoi on essaye d'aspirer aussi avec ce schéma de convention populaire. On laisse la place à différentes entités pour s'exprimer. Ce soir, on avait l'immense plaisir d'avoir avec nous les amis de Mountain Riders sur le flocon vert. Un dernier tour des ressources vers lesquelles vous voulez envoyer les gens, Colline, Lucie. Et ben déjà, enfin clairement voilà, je ressens ma voix. Le site internet, là, il va évoluer, mais en tout cas, c'est déjà une bonne ressource. Les différents réseaux, on a une équipe de folie à la com. Je dis ça parce qu'ils sont sûrement en train d'écouter. Euh, mais voilà, on essaye de vulgariser un maximum et de passer un maximum d'informations, que ce soit sur le flocon vert, sur Montagne Zéro Déchet, sur notre projet éducation et formation. Donc vraiment, c'est ce qui vous donne le plus d'informations. Et j'en profite, je triche un peu, je réponds à une semi-question du chat parce que je suis tombée dessus et que de toute façon, j'aime pas suivre les règles, c'est chiant. C'est que effectivement aujourd'hui et jusque-là, le flocon vert, on intervient au niveau des territoires, mais de plus en plus ressort le besoin d'intervenir comment dire, des échelles un peu plus grandes, que ce soit à l'échelle valléenne, que ce soit à l'échelle d'une Comcom. On a déjà un réseau de flocons verts au sein d'une Comcom, donc un réseau dans le réseau, et on a vraiment envie de continuer dans ce type d'accompagnement. Donc je vois que Valentine le posait, il y avait Johan aussi, il y avait des idées autour de est-ce qu'un jour ça changera d'échelle, et le besoin a l'air de se faire sentir, et donc il est fort potentiel et il est fort possible que l'on puisse changer d'échelle aussi pour les accompagnements. Super, Voilà, ça me j'ai paraît triché. être une très belle conclusion à ces 2 heures de discussion. Merci à toutes et tous d'avoir pris du temps pour nous permettre de ne pas poser des questions et ne pas avoir des réponses venant de sièges vides dans nos caméras le soir, parce que nous, on discute beaucoup ensemble, mais ce qui est important, c'est que ça soit ouvert et que vous puissiez le faire. D'ailleurs, peut-être une des évolutions futures du comité de labellisation, c'est un siège citoyen. Peut-être que ça existe déjà et on verra ça pour la prochaine fois en tout cas. On vous invite tous et toutes à continuer à poser vos questions, à continuer à vous intéresser à ces sujets, à le faire par le biais vers nos réseaux. Protector Winters, vous vous êtes inscrit, on vous écrira, vous recevrez le replay de cette édition et des éditions précédentes qui parlaient de mobilité dans le temps, qui ont vu Heidi Sevestre nous parler de l'impact d'être une glaciologue qui veut faire de la sensibilisation, emmener les gens sur le terrain, et des sujets textiles par exemple. Dans tous les cas, retrouvez-nous toutes et tous
à différents endroits, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais en vrai, c'est vachement mieux aussi. Donc, suivez nos événements. Et si vous cherchez des différentes façons de nous soutenir, il y a des adhésions de chacun des côtés des associations. Il y a des adhésions croisées aussi. Si vous trouvez que c'est cool d'avoir des gens qui regardent dans la même direction, mais qui n'y vont pas toujours de la même façon. Et pour tout le reste, on se retrouve au gré de vos motivations, de vos engagements, mais surtout le mois prochain pour parler élections européennes, mobilisation pour le vote et comment on va pouvoir faire bouger les choses en passant par le haut également. Une très bonne soirée à vous et à très vite. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. À vous. Beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Ciao les Yétis. Merci. Merci pour l'accueil, la team. Au revoir. La bonne habitude de rester à la fin des visios. On va faire très vite parce qu'il faut que j'aille manger et qu'on m'appelle en bas. Ah oui, non, mais pour moi, pareil, j'ai le crâne en C'était feu. cool. Enfin, j'espère que ça t'a plu, Colline. Je pense que Ouais. ça a coché beaucoup de cases qu'on voulait. Alors, Moi,